Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet et nous allons évoquer l'actualité de la semaine. Et nous sommes très heureux de le faire car en plus c'est la dernière actu, la rédaquez-vous, de la saison. Au sommaire de ce nouveau numéro, le mystère du disque de Phaistos. On va également parler de Waya, une cité flottante. On évoquera les bébés génétiquement modifiés qui deviennent une réalité. On verra cela avec Henning. Une nouvelle race de guêpes avec un dard géant, c'est ce qu'on a découvert. On va évoquer une série fabuleuse. J'ai regardé le premier épisode de la saison 1, mais on évoquera déjà la saison 2 avec Henning également. C'est la série Zoo. On parlera de la mort annoncée d'Internet. Ça, c'est François qui nous en parlera. On a découvert de l'eau sur Mars. C'est une grande nouvelle. C'est une info capitale. Les éclipses de lune mémorables de l'histoire, on y reviendra. Et puis, on va évoquer le réchauffement climatique qui va augmenter et qui augmenterait dans les années qui viennent le taux de suicide. Avec moi, l'équipe de BTLV, à commencer par François. Salut Bob. Ça va bien? Très bien, avec des infos en béton. Voilà, ça c'est quelqu'un qui sait se vendre. Vous voyez, voilà. Messieurs, il sait se vendre. Thibaut est avec nous. Salut Bob. Heureux? Oui, avec des infos en mousse. Ah, magnifique, bravo. Lui, c'est l'homme qui fait des blagues. Hein, donc, on a Henning qui est avec nous. Salut. Heureuse? Oui. Bon, magnifique. Je rappelle qu'il y a sa méthode d'auto-hypnose qui vous a été proposée. Regardez vos mails, n'hésitez pas, découvrez-la. Et puis, notre grand témoin aujourd'hui, c'est Julien Perron. Salut Julien. Salut Bob. Ça va bien? Très bien, merci et toi? Alors, tu es là? Bah, moi, ça va très bien, d'autant qu'on est partenaire d'un bel événement. Ouais. Un festival. Exactement. L'école de la vie. Tout à fait. Le festival pour l'école de la vie. Exactement. Et c'est en septembre, comme à l'accoutumée. Exactement, du 21 au 23 septembre. Ouais. C'est où? C'est à Montpellier, précisément, au château de Flaugergue. Alors que, comme d'habitude, bon, une très belle affiche. Et on réserve facilement, uniquement en ligne, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais, sur le site du festival. On va sur un moteur de recherche, peu importe, on tape Festival pour l'école de la vie, on tombe tout de suite sur le site. Il y a une rubrique billetterie, on peut prendre ses billets en ligne, sachant que les tarifs sont moins chers en ligne que sur place. C'est 10 € la journée. C'est pas cher. Sur place, ça va, c'est correct. Et en ligne, donc c'est 10 € par jour, 15 € pour les 2 jours et 20 € pour les 3 jours. D'accord, donc ça reste très accessible. Complètement. Alors, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Parce que je me souviens, la première année, quand tu as lancé ce festival, là c'est un vrai carton, quoi. Ah ouais, non, c'est dingue, parce qu'il y a 4 ans, on était 600 personnes. En fait, le postulat de départ, c'est que j'organisais un pique-nique géant pour regrouper des personnes qui souhaitaient participer avec moi à ouvrir une école, l'école de la vie. Et donc, on s'est retrouvé quand même 600, donc c'était un gros pique-nique. Et effectivement, on est passé de 600 à là, cette année, on attend 15 000 personnes qui viennent de partout de la France. Ouais, c'est colossal. Ouais. Qui vient? Le profil? Le profil type, il y a des parents, évidemment, il y a des professionnels de l'accompagnement, il y a des enseignants. Il y a des professionnels qui sont dans le monde du bien-être et du développement personnel. On vient quand même pour prendre beaucoup d'informations parce qu'il y a 40 conférences, il y a 300 exposants, il y a des animations, des spectacles, des ateliers. Et donc c'est un lieu de vie pour moi en fait pendant 3 jours où il y a plus de 15 000 personnes qui viennent de partout, partager leur expérience, découvrir des choses, mais en même temps passer à l'action, j'ai envie de dire, après derrière. Parce qu'on sait que depuis 4 ans, ne serait-ce que par rapport aux écoles alternatives, il y a déjà plus de 300 écoles alternatives qui sont créées grâce au festival. Donc c'est une espèce de vivier en fait où il se passe énormément de choses après derrière, pendant et après. 15 000 personnes, c'est le cirque plein d'air, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un Barnum le truc. C'est-à-dire qu'à gérer, c'est juste énorme, quoi. Il y a 150 bénévoles sur place, donc évidemment il faut du monde. Alors après on est sur un terrain qui est très grand quand même, donc c'est éclaté j'imagine, parce que sur le terrain. Sur place, je trouve que ça se ressent pas trop, à part éventuellement dans les conférences. Parce que là, sous des tentes, lieu fermé? Non, en fait, on est complètement en extérieur. C'est génial. Donc ça, c'est vraiment top. On est sous le soleil de Montpellier, comme je dis souvent. En cette saison, il est encore là? Ouais, il est encore présent. C'est 300 jours de l'année quand même, donc ça va, on se débrouille bien. En fait, l'année dernière, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les espaces de conférences, donc qui sont en extérieur. C'était une cour, en fait, la cour du château. Et là, cette année, on a décidé de brider un peu pour des questions de sécurité. Et donc, du coup, il y a 550 places assises dans la cour du château, mais aussi devant le château. Et puis le reste est retransmis directement sur des écrans. Ouais, exactement. D'accord, ok. Voilà. Alors, est-ce que tu as vu tu disais 300 nouvelles écoles, c'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution. Tu as pris conscience que finalement les gens attendaient des infos pour changer, parce que ça prouve qu'il y a une vraie envie de changement de société. Parce que si on commence par l'éducation, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de changer de société. Complètement, mais je pense que tu le vois à travers ton média. On parle de prise de conscience depuis au moins une bonne dizaine d'années, mais c'est valable dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'environnement, l'éducation,
l'agroalimentaire. Il y a plein de prises de conscience qui se font à l'échelle un peu globale. Bien sûr. Nous, on en ressent peut-être un peu plus les effets depuis une dizaine d'années, mais c'est vraiment mondial. Moi, tu le sais, j'ai l'habitude de me balader un peu partout dans le monde, donc je le vois en fait un peu partout. Et en France, j'ai toujours ce sentiment qu'on a 15 ans de retard sur beaucoup de choses. Et le domaine de l'éducation, en tout cas ce questionnement, cette prise de conscience, s'accélère depuis au moins 5 ans. Et on voit bien donc à l'image de toutes ces écoles alternatives qui sont en train de se créer, on voit bien aussi qu'il y a une vraie demande de la part des parents et encore plus des enfants. Les enfants qui ont un véritable mal-être, très clairement, au niveau de l'école. Ils sont nombreux ? Complètement, ouais, parce qu'on sent... le sentiment, c'est que le système n'a pas évolué depuis un siècle, alors que nous, on a évolué, que nos enfants évidemment ont évolué, et donc on ne peut plus proposer un modèle qui est équivalent à ce qu'on faisait il y a 50 ans ou un siècle en arrière. C'est juste impossible. Donc la demande, elle est quasi globale, et j'englobe même les enseignants, parce que les enseignants sont les premiers partis pris en fait, dans le système, et ils ont envie que les choses changent aussi à leur niveau, quoi. Bon, on est actuellement sur un système global, alors qu'il faut faire un système plus singulier, c'est-à-dire qu'en fonction des enfants, moi j'ai eu un enfant différent, ça a été très compliqué, parce que il était avec un QI assez important, mais il se faisait chier, il s'emmerdait, donc il avait une mauvaise note, alors que quand il a passé ses examens, il les a eus, parce que dès qu'il a fallu bosser, mais s'il avait été dans une école où l'art était peut-être un peu plus présent, là je sais qu'il est en fac, il adore parce que ses horaires sont aménagés, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de gosses comme ça qui ne peuvent pas être assis 8 heures dans la journée, qui ont besoin de faire travailler le corps, l'esprit d'une façon différente, quoi. Complètement, ouais. En fait, on essaie de nous mettre tous dans une même case. Et c'est impossible, on ne peut pas tous rentrer dans une case, on est quand même tous différents, on est certes tous des êtres humains, mais on est quand même tous différents dans notre méthodologie d'apprentissage. Il y en a qui vont être plus au niveau du toucher, il y en a les autres, ça va être au niveau de, je sais pas moi, au niveau du son, par exemple. La créativité, quoi. La créativité, ouais, très clairement. Donc du coup, je pense que le désir qui vient de ses parents et de ses enfants, c'est justement de partir du postulat qu'on est tous différents, qu'on est avant tout des êtres, et que l'idéal, ça serait de nous accompagner dans ce qu'on est profondément, et non pas nous imposer une vision commune qui n'est pas accessible à tout le monde, quoi. Bien sûr. Oui, mais Julien, en France, tu en parlais tout à l'heure, c'est plus difficile. Tu n'as pas peur qu'il y ait un jour vraiment une fracture? Il risque d'y avoir deux France, finalement. Je pense pas, parce que... Parce que nous, ici, avec Telveur, on se rend compte, on rencontre des gens comme toi, donc pour nous, c'est des choses normales. Mais lorsqu'on sort, qu'on rencontre d'autres personnes, on se rend compte qu'il y a un fossé entre la France d'avant et la France... Ouais, c'est vrai que... Alors, pour être sympa, on pourrait dire qu'il y a 30% de la population qui est un peu dans ses idées, dans ses réflexions. C'est ce qu'on appelle les créatifs culturels. Les créatifs culturels, exactement, ouais. Ceci dit, moi j'ai plutôt un œil optimiste et positif là-dessus, et je vois quand même qu'on a pris une bonne direction et qu'on avance dans le bon sens. Maintenant, comme on a du retard, comme je disais, qu'on a 15 ans de retard, bah évidemment, ça ne va pas venir tout de suite. En tout cas, si on veut inverser le processus, c'est sûr que ça ne va pas venir tout de suite. Après, le gros problème peut-être qu'il peut avoir en ce moment dans les écoles dites alternatives, c'est plutôt le coût. Parce que c'est pas accessible à tout le monde financièrement, et ça c'est vraiment ce qui ressort. On dit très souvent que voilà, moi j'ai envie de placer par exemple mon gamin dans une école Montessori, mais ça me revient à 1 000 € par mois. Bah, très clairement, c'est pas accessible à tout le monde. Et plus il y en aura, moins ce sera cher peut-être, non? Voilà, c'est le même principe que le bio. Parce qu'il n'y a pas d'agrément d'État en fait. Oui, c'est ça. C'est cher, mais en vérité, quand on regarde réellement, les enseignants, c'est pas du vol, c'est vraiment le coût pour faire tourner. On dit bien que c'est pas vol, mais il n'y a pas d'aide d'État, en fait. C'est tout ça. Les écoles privées classiques sont à des prix. C'est 600 € à peu près. Moi, j'ai eu mes enfants dans l'école privée de la 6e jusqu'à la 3e. C'était 600 € par mois à peu près. Ici, à Boulogne. Oui, d'accord, parce qu'il y en a des moins chers quand même. Mais bon, ça reste, effectivement, ça peut être abordable pour certains, alors que quand il n'y a pas d'agrément d'État, c'est... Oui, alors ceci dit, il y a un modèle économique qu'on peut revoir au niveau des écoles alternatives. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des écoles alternatives se reposent sur un modèle qui est basique. Ils se disent, c'est les parents qui vont tout financer. Et pour moi, une école, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise. Donc du coup, il faut réfléchir comme un chef d'entreprise et se dire, voilà, quel modèle économique je peux mettre en place qui permettrait de baisser les coûts pour les parents, mais en même temps qui me permettrait d'avoir d'autres financements dans l'école. Et c'est très simple, on peut très bien imaginer un centre de formation pour les parents et pour les enseignants. On peut très bien imaginer, si on a la chance d'être en pleine nature, d'avoir un jardin permaculture et de revendre des paniers bio, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et puis faire du centre aéré, par exemple, voilà. Donc, en plus, tu vois, exactement, avec des options, en fait, finalement. Complètement. Donc,
on peut vraiment baisser les coûts des écoles dites alternatives, mais par contre, il faut revoir le modèle économique. Alors, on va continuer à parler de tout cela dans cette émission. Mais tu es le grand témoin de l'actu La Rédac-vous. Donc, ton micro est ouvert. Tu fais ce que tu veux. Tu peux parler sur les sujets divers et variés que nous allons aborder, à commencer par le mystère du disque de Phaistos avec notre ami François Demier. Oui, qu'est-ce que c'est ce disque? Ce disque, moi, je connaissais les CD, tout ça. Enfin, pas le disque de Phaistos. Il commence avec de l'humour. Ok, super. J'avais vaguement entendu parler. Tu connaissais, toi, ce disque? Bien sûr, mais bien sûr. J'en ai 2 à la maison. T'as de la chance parce qu'il n'y en a qu'un, finalement. Mais parce que l'autre, je l'ai chez moi. Voilà, c'est ça. Mais tu n'as pas ce sens de la propos. Et donc, c'est ça ce qu'on voit à l'écran, là. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, on l'a découvert en 1908. C'est un Italien. Peut-être quelqu'un de ta famille. Bien sûr. Il s'appelle Luigi Perdier. Perdier. Dans les ruines du palais crétois de Phaistos, donc. Et donc, le problème, c'est que ce disque, depuis 1908, est toujours aussi mystérieux. D'accord, on ne sait pas ce que veut dire... Voilà. Beaucoup de disent que c'est un fake. Toujours, tu sais, quand on ne comprend pas, on revient à ce que disait Julien tout à l'heure. On peut le revoir, s'il vous plaît, parce que c'est quand même assez intéressant. En gros plan, là. En fait, on ne sait pas ce que c'est comme écriture. Voilà. C'est ça. Donc, depuis, comme on disait tout à l'heure avec Julien, il y a une partie de gens qui y croient, qui ont fait des études. Et c'est toujours bizarre que depuis 1908, on n'a toujours pas déchiffré. Parce que, bon, tu connais l'histoire de Champollion, bien évidemment. Avec la fameuse pierre de Rosette. On a réussi, il y avait un modèle. Donc, Champollion a pu découvrir les hiéroglyphes. Donc, en plus, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on n'arrive pas du tout à dater. On dit que c'est 17 siècles avant Jésus-Christ. D'autres personnes, c'est un peu plus vieux, 1200 ans avant Jésus-Christ. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'une langue, d'un code déguisé pour les initiés. Un dialecte. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 241 signes utilisés donc en spirale. Et on ne les retrouve pas ailleurs dans d'autres... Quelques signes. C'est ça. Mais 45, il y a quand même 45 sur 241 qui sont différents. Ouais, uniques, quoi. Voilà. Alors... tu en parlais à l'instant, certains sont des objets de la vie courante, comme les hiéroglyphes, mais aucun n'arrive à donner vraiment une clé pour le déchiffrer. Donc, mais c'est un peu comme le manuscrit de Voynich, quoi. Voilà. En fait, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc on n'arrive pas à le déchiffrer encore aujourd'hui. Alors la lecture se fait de droite à gauche. Donc c'est un texte peut-être avec des syllabes. Donc comme l'écriture arabe. Voilà, syllabique. Peut-être c'est lié aussi avec les Hittites. D'accord. Mais pour l'instant... donc on ne sait pas. Mais ça nous ramène à toutes ces informations sur les anciennes civilisations. On en parle souvent avec Bleuette Dillot ici. On a eu le docteur Saad qui a remis en question les datations égyptiennes, Antoine Gigal, etc. Voilà, et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que finalement la science va nous permettre petit à petit de valider des choses qui paraissaient complètement dingues à l'époque. Mais là, on commence à avoir des validations scientifiques. Quand on voit Saad, qui est quand même le patron du département préhistoire au ministère des Antiquités du Caire, qui remet en question lui-même les datations égyptiennes telles qu'on les connaît, qu'on les apprend dans les livres d'histoire, c'est génial, je trouve ça fabuleux. Mais c'est fabuleux. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait peut-être, et moi je suis de plus en plus sûr de ça, des civilisations intelligentes avant la nôtre. Quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à le dater, quoi. Ouais, mais même avec les nouvelles... non, parce que la différence est énorme, quoi. Donc, et en plus, beaucoup de personnes disent que ça a été fabriqué au 19e siècle. Donc ça, j'ai du mal à comprendre. J'ai vu un reportage matin soir. Mais ça, c'est le problème de tout. Parce qu'il faut dire qu'au 19e siècle, il y a quand même beaucoup de gens qui ont cherché à un petit peu enjoliver un peu la réalité. Il y a eu beaucoup de fakes qui ont été faits, on se souvient. Et d'ailleurs, je crois que c'est à Londres. Oui, ils étaient très forts, les Anglais. Les Anglais y allaient à fond. Ils ont fait du business pas possible avec des fausses pièces d'archéologie. Des fausses momies. Des fausses momies, etc. Donc, après, ça peut être un objet aussi de décoration. Après, c'est spéculatif. C'est sûr que tant qu'on n'a pas une information, c'est un peu complexe de... Donc je t'invite, Bob, à imaginer quelque chose. Et puis peut-être que dans 20 siècles, 25 siècles, quelqu'un va se pencher en disant mais qu'est-ce que Bob a voulu dire? Qu'est-ce que Bob a voulu dire? Il avait voulu vous dire la vérité, c'est ça? Donc non, mais c'est très intéressant. Et moi, ce que je trouve absolument dingue aujourd'hui, c'est quand même le nombre de scientifiques estampillés officiels qui remettent en question de plus en plus de choses. Mais la paléontologie classique nous dit, attention, on a trouvé des crânes d'hommes, l'homme est bien plus vieux que ça sur la planète, donc si l'homme est bien plus vieux, ça peut rejoindre ce genre d'éléments en disant, c'est peut-être des gens qui étaient là avant nous, qui ont créé ça. Et puis pour l'instant, on dit toujours que c'est le berceau, c'est l'Afrique. Mais on s'aperçoit de plus en plus que peut-être les civilisations démarrent en même temps. Alors, ça, visiblement, ça a démarré un peu partout dans le monde, en même temps. Donc, voilà. Et ça, on est en train de revoir ça aussi. Et on a trouvé cette semaine, on a fait un article sur BTLV, une dent d'un enfant à Totavel, de 560 000 ans. Quoi. Donc, 560 000 ans, vous imaginez, quand même. C'est énorme. Une dent d'enfant, donc c'est pas... Ouais.
Et non, mais on voit que ça, tout est remis en question. Et après, la question est de savoir, est-ce que ceux qui ont fait les livres d'histoire savaient cela? Ils se sont dit, on va pas s'emmerder avec tout ce qu'on sait pas, on met une histoire en place, un peu comme les religions. C'est-à-dire qu'on a 3 textes, c'est les mêmes, on va changer les personnages, mais bon, on s'aligne sur la même. C'est Michelet au 19e qui a tout régenté. Donc, Michelet, tu dis? Oui. Ok. Voilà. Et pas Michelin. Non. Michelin, ça roule toujours pour lui. Bon, quoi qu'il en soit, à propos, puisque je parlais de religion, à la rentrée, on aura une émission avec Daniel Meroy, que j'ai enregistrée hier, qui est sublime, sur la vie de Jésus, mais vue par les annales akashiques. Alors, Daniel a réussi à se calé sur les annales akashiques de Jésus-Christ. C'est 2 tomes, ça fait 1200 pages. Et alors, c'est énorme. C'est fantastique. Donc, ce sera à la rentrée. Première semaine, je crois, si je ne m'abuse, de notre retour ici. On va continuer à parler d'archéologie ou de mystère avec Waya. Une île flottante, c'est ça? Ouais, exactement. Mais elles sont toutes une cité flottante, voilà, pardon. Parce qu'une île flottante... Oui, le pire, c'est quoi? Je voulais sortir cette vanne, je me suis dit, je vais pas la sortir. Mais tu vois la différence, c'est que moi, je fais une connerie, et je prends ça comme une bêtise, alors que toi, tu prends ça comme une vanne. Vous voyez la différence d'humour? J'ai hésité, c'était l'attaque de Manu. Je me suis dit, est-ce que j'attaque avec le côté île flottante? Après, j'ai vu que François était en forme. Tu pars en vacances bientôt, là? Oui. C'est bien. Dans ma Franche-Comté natale. Tu vas en Franche-Comté? Oui, tu sais, je vais être accueilli en triomphe par... Oui, oui, c'est vrai, parce que c'est une star maintenant qu'il a BTV. Ça, bah oui, les gens. Je suis sûr qu'à la gare, il va y avoir le retour de l'enfant prodige et tout ça. Déjà, s'il y a mes parents à la maison, m'accueillir, ce sera déjà pas mal. Déjà, si j'ai un couvert ce soir. Ça fait 2 semaines que je les ai pas eu au téléphone. Ils sont pas au courant que je rentre. Ah ben d'accord. Voilà. Tu risques pas de les avoir à la gare. Hein. Ouais. Alors. Bon, ouais. Et si la ville du futur était construite sur l'eau? Parce que vous savez qu'on a quand même, on se rend compte qu'on a des problèmes de place, notamment au Japon par exemple, on commence à s'empiler les uns sur les autres. Ouais. Alors il y a un cabinet d'architecture italien, Lazzarini, qui a imaginé un projet de ville flottante un peu fou. Alors le designer, il s'est inspiré de l'architecture maya et des temples japonais pour imaginer ces pyramides flottantes qu'on va voir. Ouais, on a même une vidéo. Tim, merci. Ouais. Ah d'accord, les secousses volantes sont là, quoi. Donc en fait c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est les bubbles mais en l'air, quoi, en fait. Exactement. Alors ça, c'est les soucoupes, mais l'île, c'est ça, c'est les bâtiments. J'avais bien compris. Il pourrait faire ça à Dubaï. Hein. Mais à Dubaï, ils ont construit une île dans l'eau, mais enfin, ils ont créé une île, celle qui est en palmier, a été créée. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus vers l'eau, c'est-à-dire qu'on va étendre, bien sûr, les villes sur l'eau. Mais c'est assez sympa en même temps. Hein. C'est loin, j'ai vu cette semaine à Monaco. Le prince Albert va bientôt inaugurer des questions qui vont être posées pour. Mais bien sûr, pour agrandir, Monaco, tu parles de ça, il n'y a plus de place. Hein, c'est-à-dire que c'est les uns sur les autres. Hein. Ouais. Donc là, en l'occurrence, chaque bâtiment serait autonome en énergie, grâce à des panneaux solaires, des turbines hydrauliques. Bah oui, parce que là, tu peux avec la flotte. Et exactement. Les modules seront équipés de moteurs, on l'a vu, pour pouvoir se déplacer. Mais bien évidemment. Mettre à l'abri si jamais il y a un tsunami, un truc comme machin. Oui, c'est important. Et au départ, le projet était un peu farfelu, mais en fait, les mecs du cabinet sont à fond, ils y croient. Et en fait, ils ont lancé le projet, ils se sont dit 2022. Bon, alors... Mais tu sais que ça, c'est sur la mer, mais je sais que c'est en Hollande. On a créé aussi, je crois que c'est en Hollande, hein, j'avais vu un reportage, la même chose, des caissons sur des fleuves. En fait, comme ça, les gens, en fait, habitent sur l'eau des barges, si tu veux, mais c'est des petits immeubles qui sont, et c'est souvent pour loger des étudiants, mais c'est hyper sympa parce que finalement, il y a beaucoup d'arbres, il y a de la flotte, et je trouve ça très très bien d'utiliser la flotte, quoi. Ouais. Est-ce que ceux qui ont le mal de mer, ils pourraient vivre dans ces... C'est généralement dans des zones abritées, là, donc, de toute façon, c'est tellement balèze et tellement lourd. À mon avis, tu ne dois pas sentir beaucoup parce que quand tu es dans un gros bateau, visiblement, on le verra avec la croisière, je pense que ça ne fait pas comme ça, je crois. Sauf si tu as une lame scélérate. Là, tu es un peu mal. Tu m'invites à la croisière, Robin ? Bien sûr. Tu vas venir à la croisière, ouais. Tu vas faire Captain Stubbing, et puis tu feras les cocktails. Gopher, tu sais, comme dans la croisière s'amuse. Gopher, l'homme des cocktails, quoi. Donc voilà. Ah, ça, c'est bien, ça. Non, mais bon, en tout cas... le Franche-Comtois qui va aller sur un bateau. Alors, je veux dire, c'est tellement loin de la Franche-Comté que... Mais moi, ce qui est bizarre, c'est que quand je prends le bateau, j'ai pas le mal de mer, mais en fait, il arrive, mais au bout de quelques heures. Je comprends pas. Je te jure, arrête de nous parler. Écris-nous, tu vois, parce que non, mais je comprends pas. Que les gens te regardent, là, quand même. Je veux dire, les gens qui ont le mal de mer, ils arrivent, ils prennent le bateau, ils sont tout de suite malades. Bah ça dépend, si ça bouge pas, t'es pas malade. Ouais, non, mais je crois qu'il y a un laps de temps. Au bout d'un quart d'heure, en général, ils commencent à se sentir mal, ils deviennent blancs. Tu les vois, ils sont au-dessus du... Mais oui, exactement. Ils sont du parapet. Ou alors ils sont dans les toilettes au fond des cales. J'imagine que j'ai une peur bleue, moi, quand même, je suis un malade. Hein. J'ai organisé une croisière, je flippe en bateau. Donc, je fais de la plongée sous-marine, le moment
le pire pour moi, c'est quand je pars du port ou de l'endroit où, tu vois, pour aller sur le lieu de plongée. Sous l'eau, tu me mets avec n'importe qui, n'importe quoi, j'ai pas peur. Mais le bateau, je déteste ça. Bon, là, ça va être stable. Hein. Si c'est une croisière, mais tu sais, tu te dis, si jamais il y a un truc, tu vois, c'est le Titanic, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, de toute façon, c'est haut, hein. Pour les croisières, les bateaux, ils restent près des côtes. Pour les croisières, ça va pas tellement au large. Donc, ça, je te confirme. Moi, il faut que je vois la terre. Hein. Sinon, je dis au mec, il faut qu'on soit là. Bon, enfin, en tout cas, pour le prix d'un de ces bâtiments, c'est 350 000 €. Donc le cabinet a lancé un financement participatif. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher. Ouais. Quand tu vois le prix de l'immobilier aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Paris, c'est 10 000 € du mètre carré, je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Et alors ça va être où ça? Eh ben, au Japon, c'est ça? Non, en Italie. Ah, c'est ça, donc là c'est pour... Mais il s'est inspiré de cités japonaises, c'est ça? Exactement, de temples japonais et des cités mayas pour le style, quoi. Et alors en fait, le financement participatif va de 1 à 1 000 €. Et si jamais vous avez beaucoup d'argent, un peu comme moi, et que vous mettez 1 000 €, en contrepartie, vous avez une nuit offerte dans le futur bâtiment en 2022 si le projet voit le jour. C'est cher quand même, 1 000 € pour une nuit. Hein, donc, mais il y a le tennis et tout, c'est quand même assez sympa. Hein. Ouais, c'est pas vilain du tout. Hein. Donc piscine, alors tu as de la mer partout, tu vas à la piscine, c'est super. Donc voilà. Ah ouais, c'est quand même la mer. Tu vas d'un étage à l'autre, quoi, en fait. Avec les ils veulent même mettre des serres pour de la culture. Ouais, c'est sympa. Ouais. La secoupe volante. C'est vraiment le futur comme on l'imaginait dans les films de science. Oh, il y a un terrain de foot. Ouais, la Coupe du monde de football. Moi, je me rappelle quand les champions du monde. De machines avec les rotors, là. Ouais, exactement. Inspirés des drones. Bien sûr. Il y a un Anglais qui a fait une moto, là, je l'ai vu. J'ai vu le film hier. Il a 2 hélices. Bon, le mec, il est quand même très vanté, hein, si tu veux. Mais voilà, il vole de ça, quoi. Mais ça va venir, hein, ça aussi. Hein. Il y a la mode des taxis volants là, qui est en train de sortir un peu partout. À Dubaï, il y en a. Mais au Dubaï, il y a même la police volante, là. Ils ont des motos volantes aussi, il paraît. Ouais. Ils les ont fait et tout. 5e élément, quoi. Oui, c'est exactement ça. Mais je vois pas tellement l'avantage. On parle de désertification des campagnes. Enfin, il y a plein de places sur la Terre. Pourquoi aller s'emmerder, aller sur l'eau? Parce que les gens veulent aller dans les villes. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que faut savoir que tous les gens qui sont partis à la campagne, il y en a, je crois que 60% qui reviennent dans les villes, hein, parce que le truc c'est pas fait. Hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est très compliqué quand tu es urbain et que tu vas à la campagne, le choc il est juste puis il n'y a pas les services énorme, aussi. Hein, c'est-à-dire que il n'y a plus de service public, il n'y a plus rien. Donc, non, puis il n'y a plus ça, puis surtout tu es dans Paris, tu as du monde partout de la nuit, tu vas acheter quelque chose à manger, enfin tu arrives à la campagne, c'est 19h, moi j'ai habité en Province, 19h, on ferme tout, rideau, à demain matin. À Besançon, à 19h, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est ça, donc voilà, et pourtant c'est pas une petite ville Besançon, tu vois ce que je veux dire. C'est pas si bête ce que tu dis, François, parce que tu sais que comme on voit bien que l'eau augmente quand même, on peut imaginer d'ici peut-être quelques siècles, ça va prendre de plus en plus de place sur notre Terre. C'est peut-être pas déconnant d'imaginer qu'on va coloniser au fur et à mesure la mer. Hein. Bien sûr. Ouais, ça me paraît pas irréaliste. Il y a des endroits qui vont effectivement disparaître. J'ai écouté une émission hier sur Europe 1, je crois hier soir, non sur France Info, Les Informés. J'aime beaucoup cette émission d'ailleurs. C'est des mecs qui refont le monde tout le temps. Et ils parlaient du réchauffement climatique et notamment des problèmes. Parce que regardez comment on a géré la canicule cette année par rapport à 2003. 2003, 15 000 morts. Hein. 15 000 morts en 2003. C'est-à-dire que c'est énorme, 15 000 morts. Là, Québec, il y a eu une petite canicule, 54 morts, c'est déjà énorme, mais 15 000 morts. Et en fait, les mecs disaient qu'on arrive beaucoup mieux à gérer, c'est-à-dire qu'on a pris conscience de la répétitivité des canicules, donc on adapte beaucoup mieux les services publics, les brumisateurs, la flotte, etc., et notamment les personnes âgées ou en souffrance, quoi. Donc c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'on attend toujours d'être confronté au mur, ça c'est prendre des décisions. Ça c'est l'homme. Hein. Ah, c'est ça. C'est ça, on a perdu 3 civilisations importantes, grecques, égyptiennes et romaines, parce que les mecs ont attendu de prendre le mur. Et ils n'avaient pas suffisamment de ressources pour recoloniser, refaire après derrière. Donc en tout cas, ils ont perdu de leur superbe. Très humain. Très humain, ça c'est comme ça. Bon, affaire à suivre. On va évoquer autre chose. Les bébés génétiquement modifiés qui deviennent une réalité. Qu'est-ce que c'est que je donne, toi? C'est quoi? Écoute, mardi dernier, il y a eu une importante organisation bioéthique en Angleterre qui a publié un rapport concluant que dans certaines circonstances, il pourrait être éthiquement acceptable de modifier le génome humain. Ah bon? Dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances. Donc en fait, l'utilisation de cette photo est complètement dingue, hein, donc voilà. De l'outil d'édition génétique qui est nommé CRISPR. Je ne sais pas comment c'est, CRISPR, qui non seulement va pouvoir modifier l'embryon, mais en plus va pouvoir aussi apporter des changements définitifs à tous ses descendants. C'est-à-dire quand tu fais un changement sur un bébé, sur un embryon. Ça va engendrer un changement sur tout. Exactement. Ils peuvent le faire sur les embryons, mais également sur les spermatozoïdes et les ovules. Je croyais qu'on n'avait pas le droit, que c'était interdit, ça.
dans certaines circonstances. Quelles sont ces circonstances? Quelles sont ces circonstances? En fait, pour la maladie, eux, tout n'est pas encore clair, justement. Ils sont en train de dire qu'il va falloir... Donc, pour eux, ça va être acceptable. Donc, d'après cette organisation, ça va être accepté, en tout cas en Angleterre. Il va falloir mettre un cadre qui n'est pas encore totalement défini. Un sacré cadre. Hein. Voilà, qui n'est pas encore entièrement défini. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui puissent naître avec des maladies génétiques débilitantes ou mortelles. Voilà. Alors, si c'est dans ce cadre-là, ça va. Parce que ça permet effectivement, parce qu'un enfant différent, c'est compliqué. Hein, toute ta vie, c'est compliqué pour lui, mais c'est aussi compliqué pour la famille, etc. Si on peut enrayer ce processus, super. Mais ce qui me fait toujours peur, c'est les dérives, en fait. Et évidemment, parce que derrière, si Hitler en avait pu, François, il aurait demandé à avoir un gros kiki. Parce que bon, il a un problème. Effectivement, derrière, les parents pourront, si le cadre n'est pas assez strict, pourront faire ce qu'ils veulent. Ils pourront le rendre plus intelligent, plus fort, plus, voilà, l'homme modifié. Les yeux, exactement. Et même derrière, ensuite, il parle du cadre sur comment faire en sorte que ces enfants soient traités comme les autres. Parce que du coup, il y aura une modification puis la taille, il n'y aura plus de tu dis, tiens, la taille super, c'est 1m80, tout le monde sera 1m80, etc. On va avoir... S'il y a une dérive, ça va être l'uniformisation, finalement, de la société, quoi. Parce qu'on va se diriger vers le mec parfait ou la nana parfaite, les mensurations, la fille sera comme ça, comme ça. Enfin, et puis encore une fois, ceux qui auront les moyens de pouvoir aller vers cette... Mais on en revient à la science-fiction, hein. Souvent il y a plein de films comme ça, avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est absolument incroyable. Hein. Donc cette organisation est très critiquée, forcément, par le reste du monde, mais pour le moment, ils sont dans leur... Ils gardent le cap. Ils gardent le cap et ils vont maintenant travailler sur le cadre éthique. Et après, je sais pas, parce que tu sais qu'il y a un accord mondial souvent sur ces choses-là, parce que pour Dolly, rappelez-vous, pour le clonage, ça avait été... Mais après, est-ce que certains pays... Regarde, tu vas en Corée du Nord, c'est pas ce qu'ils font dans leurs usines, quoi, et dans leur labo, tu vois ce que je veux dire. Donc, le mec a voulu modifier déjà les gens, c'était Hitler, rappelez-vous, hein, il voulait la race aryenne, il voulait qu'ils aient... Non, mais c'est vrai, c'était le premier à vouloir avoir une race identique, etc. Donc, c'est dangereux. Hein. On a vu où ça a mené. Hein. Il y a un truc qui s'est démocratisé là, tu sais, où tu peux faire un test d'ADN. Oui, alors tu peux le faire partout, ça maintenant. En dehors de la France. En France, tu peux pas. Mais tu peux le faire, mais ça vaut 500 balles et tu l'envoies. Non, tu peux le faire pour 70 € maintenant. D'accord. Même en France. Oui. Mais en quoi c'est fiable? Comment on sait que c'est fiable, ça? Parce qu'on a des infos là-dessus. Je pense que faut pas tout noircir non plus. Je pense que quand même les gens ont un peu d'éthique, si tu veux. Parce que c'est à la mode, hein, beaucoup de gens. Parce que ça te permet de savoir le berceau de tes origines, mais profondes. C'est d'Afrique, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça génial. Franchement, c'est plus cher du tout. J'ai regardé, c'est 70 €. Tu peux avoir toutes les origines. Et alors, il y a un autre objectif aussi pour eux à ça, c'est de pouvoir faire en sorte que l'être humain puisse s'adapter au changement climatique, on en parlait tout à l'heure, et également à une possible colonisation de l'espace et de Mars. Ah oui, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, je vous disais que Mars, c'est impossible à coloniser aujourd'hui, ne serait-ce que pour la procréation. On est obligé de modifier l'ADN humain pour que l'homme puisse s'adapter et procréer dans l'espace. Parce que c'est impossible aujourd'hui. Donc pas de procréation, pas de vie, pas de colonisation. Donc c'est pas compliqué. Voilà, en tout cas, il y aura que... Visiblement, ils sont capables de le faire aujourd'hui. Ah mais capables, je pense qu'ils sont capables de faire plein de choses. Hein. On a vu il n'y a pas longtemps qu'ils avaient mis un bout de cerveau humain dans une souris. On s'est aperçu qu'elle n'était pas plus intelligente. Ça veut dire beaucoup sur le cerveau humain quand même. Donc voilà. Mais donc je pense qu'ils sont capables de le faire. Après c'est l'éthique. Éthiquement, est-ce que on le fait ou pas? C'est vrai qu'on reste focus sur Mars. Ça reste parce que c'est pas très loin. C'est 8 mois dans le meilleur des cas de voyage et ça reste accessible. Après, ça va trop loin, quoi. Moi, j'aurais pensé à la Lune, quoi, au plus proche. Ah, mais la Lune, c'est prévu. Normalement, c'est les Chinois, je crois, et même les Indiens et c'était les Émirats arabes qui veulent envoyer et à nouveau aller sur la Lune. Ça, c'est prévu. Je pense qu'on va y retourner. Mais pour ce qui est de Mars, c'est la NASA, c'est eux, ils veulent aller. Et Trump a relancé le programme NASA, là. C'est-à-dire qu'il va absolument reprendre les rênes de la conquête spatiale et dire voilà, on est les leaders, ils veulent pas se faire dépasser par les Russes qui encore nous fournissent le seul lanceur quand même, hein. C'est Soyuz qui permet même aux Américains de partir, sinon ça n'existe pas. Et depuis, parce qu'avant ils avaient leur navette puis ils l'ont arrêté,
lancé. Donc voilà, c'est le seul lanceur. Et surtout, la guerre de l'espace, c'est la guerre militaire. Parce que quand on voit Jean-Pierre Petit était venu parler ici des armes russes, ça y est, ça a été présenté, François. J'ai vu une vidéo hier sur la deuxième chaîne russe. Ça y est, ça part dans l'espace. Le Sarmat, ça s'appelle? Ouais, Sarmat. Sarmat. Et missile Sarmat, c'est juste hallucinant. Donc, et ça envoie dans tous les sens. Enfin, c'est c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un missile, pour les Américains ou pour les Français, il y a une limite de... Là, le truc, et puis il contourne tous les pare-feux, c'est un truc démentiel. Ils ont mis 3 mois, les Américains, à se rendre compte que c'était sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont cru que Poutine était rigolo. Je ne sais pas si vous avez l'info. Moi, je me questionne beaucoup sur le fait que, visiblement, on dépense quand même beaucoup d'argent pour la conquête de l'espace. On est sur une Terre qui représente 70% de flotte. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on ne dépense pas de thunes pour voir ce qui est un peu dans directement dans l'eau. Alors, je me trompe. Non, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que James Cameron a fait, il y a un documentaire extraordinaire, à qui l'on doit Titanic, et puis Avatar, etc. Il a été le premier, en tout cas, le premier de l'ère moderne, parce que l'opération s'était passée déjà dans les années 60. Il est descendu à plus de 10 000 mètres de profondeur. La Grande Trail. Ce qui est juste absolument incroyable. La moindre erreur, c'est fatal, bien évidemment. Alors, le truc, c'est un cylindre qui descend, qui reste debout, clac. En fait, tu t'aperçois que jusqu'à 5000, etc., de profondeur, tu as encore de la vie, et de moins en moins, et à 10 000, tu n'as rien. Ok. Tu n'as rien. Voilà, donc et regardez, il disait c'est le désert, c'est le néant complet, parce qu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien du tout. Donc on y est allé, mais en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Une fois qu'on est descendu, tu sais, quand tu fais la plongée sous-marine, tu te dis le niveau 1 ça suffit, parce que les poissons les plus beaux ils sont entre 20 et la surface, la plupart, tu vois. Après quand tu veux descendre, c'est pour les épaves, il faut le niveau 2, mais sinon niveau 1, tu vois, tu as toutes les espèces, c'est là où il y a de la lumière, c'est là où il y a à manger, tu vois. Après, on a découvert beaucoup d'espèces entre la surface et 3000, 4000, mais après, il n'y a plus rien, quoi. On le voit. Fabuleux, ce documentaire, si vous avez l'occasion de le voir. On voit la fabrication, comment ils font les essais. Et ce qui est fou, c'est que dans les années 60, il y a un mec qui avait fait la même chose. Enfin, il y avait une opération qui avait fait la même chose, mais c'était un peu comme pour la Lune. C'était tombé dans l'oubli. Et lui a relancé. Et c'est lui qui descend. D'accord. C'est-à-dire que c'est lui, James Cameron, quand même, qui descend. Impressionnant, quand même. Moi, je sais pas comment il fait. Rien que ça, j'ai du mal à. En claustro, tu vois, je te dis, t'es dans un cylindre. 10 km, t'imagines. Je peux te dire que quand tu fais de la plongée, moi, je suis descendu à 50 mètres. Quand tu regardes, déjà, tu vois plus rien, tu dis, là, s'il m'arrive le moindre truc, terminé, je remonte pas, je suis mort. Et pourtant, sur Terre, 50 mètres, c'est pas grand chose. Mais tu fais ça et tu le mets comme ça. Là, tu fais, waouh, comme c'est profond. Et donc, tu dis 10 000. Ça t'imagine. Énorme. Moi, je suis claustro, donc c'est mort. Ah oui. Ouais. Alors, mais même partir dans l'espace, moi, je suis claustro, mais avec la plongée, au contraire, j'y arrive. Ça me détend parce qu'en fait, t'es pas claustro en plongée parce que t'as quand même une visibilité incroyable. Moi, c'est l'espace, tu vois, enfermé. Dans l'eau, t'as quand même un espace, tu vois, quand c'est clair, tu vois à 50 mètres, 100 mètres, tu vois les choses arriver. Donc, mais il y a un côté un peu obscur, silencieux, non? Ah, c'est fabuleux. Ah, ça, c'est génial. C'est fabuleux. Et alors maintenant, si tu veux pas l'embout, là, il y a même des masques avec l'air qui arrive directement, donc t'as plus rien dans la bouche. Donc tu peux même avoir un micro, parler, discuter dans ta plongée. C'est fabuleux ça. T'as testé? Ouais. Ça c'est génial parce qu'on avait fait l'émission il y a très longtemps avec des pour une radio, avec les prémices de cet appareil là, les prototypes, et maintenant ça existe. C'est-à-dire que t'as un masque et t'as l'oxygène qui arrive par en dessous, et c'est bien pour les émissions de télé. Tu peux faire des trucs, tu peux te parler. Donc t'es en plongée, tu peux écouter de la musique, chanter, tu peux faire tout ça. Bah faudra faire une rêve direct. Sous l'eau, voilà. Et toi qui te tu pourras pas, tu regarderas. Voilà. Donc affaire à suivre donc pour ces bébés génétiquement modifiés. On vous tiendra au courant bien sûr. On va respirer un petit peu, sortir de l'eau, et on va aller sur les terres françaises avec Hervé Gourdet. Il nous a envoyé une petite carte postale. Hervé Gourdet est le responsable et le réalisateur des Escapades Fantastiques, une série de documentaires qui illustrent ces bouquins. Je crois que j'en ai un là. Voilà. Et son premier doc était sur les Ardennes, et il va sillonner la France, Hervé, pour nous offrir des documentaires sur toutes les légendes, les mystères des régions françaises, etc. Et il nous a envoyé une petite carte postale juste pour un peu de fraîcheur. Regardez. Salut la compagnie. Alors, je vous fais une petite carte postale de la Franche-Comté, Bourgogne, pour ces deuxièmes escapades fantastiques. Alors je suis un peu essoufflé parce que je suis perdu au fin fond du Morvan. Et je cherche un endroit qui s'appelle la Roche-au-Fée, et je crois que je l'ai trouvé. La voici. Ça se mérite. Voilà, donc je vous ai trouvé la Roche-au-Fée.
Alors c'est situé pas très loin de la ville de Carré-les-Tombes, petit village de Carré-les-Tombes, où je suis allé également. Et donc on m'a dit qu'il y avait une roche assez fantastique, une sorte de résidu de glacier ici. Donc voilà, je vais essayer de contourner ce beau rocher et vous faire découvrir. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à toute l'équipe de Bob, de BTLV, François, toute la compagnie. Donc pour vous dire que je travaille d'arrache-pied, ça se voit, hein, sur le prochain reportage sur les escapades fantastiques en Franche-Comté-Bourgogne, que j'aurai fini pour cette année à Noël 2018. Voilà. Je vous montre ce superbe endroit. Il n'y a personne. C'est coupé du monde. Dépaysement garanti. Voilà, ça fait un peu Nicolas Hulot là quand je parle. Voilà, je voulais vous faire découvrir cet endroit fabuleux. C'est en fait les résidus d'un glacier. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Alors n'oubliez pas d'aller sur le site escapadefantastique.com. Vous pourrez voir les clips du premier reportage, donc sur l'Ardenne. D'ailleurs, le livre est sorti. Si vous voulez l'acheter ou vous le procurer, vous pouvez aller sur ce site, escapadefantastique.com. Je vous dis à bientôt. Bye bye, à la prochaine. Voilà, merci Hervé pour ce moment de fraîcheur, parce que là on est vraiment dans la verte et j'adore ça moi, donc cette forêt magnifique. Et puis Hervé nous fait des vidéos, vous allez sur son site, mais il y a des vidéos qui sont faites exclusivement pour BTLV, et le deuxième numéro arrive en août, hein, je crois. Hein, voilà. Sur la Franche-Comté. Ouais, ben oui, voilà, même parce que c'est une terre mystérieuse, déjà quand on te voit on se dit tiens, comment peuvent-ils être aussi grands? Une terre magnifique. Magnifique, c'est une très belle terre. Des grands arbres magnifiques, un beau feuillage. Ouais. Qui plaît pas à tout le monde hein, quand même. Hein. Parce qu'on rappelle qu'il est toujours célibataire. Et d'ailleurs, c'est pour les vacances, je le sens bien là. Il y a 2 jours ou hier, je crois qu'on a fait un petit live et il y a quelqu'un qui dit j'espère que Thibaut a trouvé sa Miss Camping. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des photos envoyées, il est preneur. Des numéros. Allez-y. Voilà. Les escapades fantastiques, en tout cas le premier numéro est sur btlv.fr. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Et l'actu la rédac et vous, avec une nouvelle race de guêpe, avec un dard, c'est une tare, voilà. Avec un dard très impressionnant oui, qui va mettre à mal la civilisation des autres. Hein. Voilà, c'est une information que j'ai réservée pour toi. Je me suis dit, tiens, ça va intéresser Bob. Donc, on pourrait croire que j'ai inventé ça. Tu pourrais dire, qu'est-ce que tu racontes, François? C'est des conneries. Mais non. Et souvent, il fait les questions et les réponses. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais non, parce que j'attends que tu me relances. Donc... Mais pourquoi? Je vais te les écrire la prochaine fois. Pourquoi tu veux que ça j'aime bien m'intéresse? J'aime bien dialoguer. Oui, mais j'ai bien compris. Mais pourquoi tu veux que ça m'intéresse plus qu'autre chose? Parce que, par rapport à sa taille, elle a un dard énorme. Ah, mais comme moi. Voilà, il a trouvé. Tu l'attendais, celle-là. Je te l'ai dit. Mieux vaut dard que jamais. Oh, non, honnêtement, maintenant, ça suffit. Oh là là. Voilà. Gros kiki, voilà, donc on peut reconnaître. Pas folle, la guêpe. Oh la vache. Oh la vache, ouais. Mais en plus, il paraît qu'elle est hyper dangereuse. Hein. Hyper, ouais. Donc, mais alors le problème, voilà. À quoi ça sert? Ça vient d'où? De Chine ou en Asie, non? C'est en Amazonie, dans la forêt amazonienne. La vache. Près de. C'est des Finlandais qui ont trouvé ça. Des Finlandais. En français, sinon ça donne quoi? Non, mais des Finlandais. Parce que je voyais Turku, alors je me disais Turku en Amazonie, c'est pas très bon. Appréciable. Le mec ne comprend même pas ce qu'il a écrit, ça. En fait, j'ai écrit des trucs, je sais pas. Donc, ouais, non, ça c'est dédicace pour Thibaut, à la technique. Ok. Il m'a demandé de faire un petit show. D'accord, petit show. Donc ça la limite avec les Andes. Donc à quoi ça sert ce dard? Voilà. À piquer. Donc à tuer, mais aussi à donner la vie, ouais, à ensemencer. Voilà. Et on se demande pourquoi ça, ces deux fonctions. Non, mais ce qui est dangereux surtout, c'est pourquoi ça arrive chez nous. Parce que on voit que avec les cargos, avec les avions qui transportent des vivres, etc. Souvent, il n'y a plus. On se souvient du chikungunya, ces moustiques qui vont partout. Enfin, c'est absolument ça incroyable. Arrive jusqu'en Île-de-France. Bien sûr, bien sûr. Hein, ouais. Et donc, quel est le nom de cette je vais te le dire tout de suite. C'est la Clistopiga crassicodata. D'accord. Donc, si tu la vois quelqu'un qui s'appelle comme ça, tu faut que je le tire. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et alors, quel est le danger pour l'humain, par exemple? Pour l'humain. Pour l'instant, pas grand-chose. Parce qu'une guêpe, ça fait mal quand même quand tu te fais piquer. Mais là, vu le truc... Mais quand tu vois que... Elle t'empale, hein, c'est Vlad de Tépêche, là. Le danger pour nous, c'est que ça peut transporter des virus et autre chose. C'est ça, d'accord. Parce que elle,
Ça va tuer donc ses congénères ou les ensemencer. Oui, parce que le problème, c'est que ça fait souvent disparaître voilà. les guêpes qui sont des régions, qui sont de ces régions-là, quoi. Et donc ça pourrait transmettre des virus à l'homme. Mais pour l'instant, pas de danger. Pareil, il y a un ver de terre aujourd'hui qui vient de Chine, je sais plus quoi, qui bousille tous les autres. Et c'est un drame pour nos cultures, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même fonction que nos vers de terre classiques. Déjà, on sait qu'il n'y a plus de vers de terre dans nos sols, et c'est pour ça que ça explique souvent des inondations, etc., que la terre est pas bonne parce qu'elle respire plus. Donc on imagine qu'il y a ce truc-là en plus. Alors ce qui est étonnant, c'est que de nos jours, on découvre toujours de nouvelles espèces. Donc est-ce qu'elles ont été modifiées par l'homme? C'est possible aussi dans des laboratoires, dans des choses. Ça peut être modifié par le climat, par pas mal de choses, par les transports, peut-être qu'elle vient d'ailleurs. Donc, mais on joue surtout les apprentis sorciers, et chaque fois il y a toujours un truc qui part, on s'aperçoit que tout ce qu'on fait, qui est génétiquement modifié, boum, se barre un peu à un moment donné, c'est absolument incroyable. Et on ne peut pas imaginer que c'est une espèce qu'on ne connaissait pas, tout simplement? Bah aussi, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de recherche dans le domaine. Parce que la forêt amazonienne, il y a encore énormément de choses à découvrir. Non, mais déjà, si tu y vas, pour en ressortir, c'est quand même balèze, mais c'est surtout que tu t'aperçois qu'effectivement il y a des espèces, mais elles doivent rester là-bas. On voit bien que le monde, il n'y a pas de hasard, chaque espèce est destinée à une région. Le problème, c'est qu'avec la mondialisation, vous savez que à chaque instant, il y a 61 000 voyageurs, passagers dans un avion aux États-Unis, 24 heures sur 24. Donc, et ces gens-là n'arrêtent pas de bouger, ils vont de région en région, et ça, c'est qu'aux États-Unis. Donc, on imagine, avec tous les transports aujourd'hui internationaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières pour ces espèces-là. Je crois qu'on a vu une personne a trouvé chez Lidl, je crois, dans une cagette de fruits, une araignée, je sais plus quoi, qui était exogène, enfin un truc qui était de l'Amazonie. Truc de dingue, quoi, tu vois. Clair, comment tu fais pour amener ça, quoi? Dans les containers, dans les cargos, ça se glisse, et puis elle vit, elle se nourrit du fruit, machin, tout ça, et puis tout d'un coup, elle arrive. Et là, si tu la tues pas, malheureusement, parce qu'elle va pondre, elle va coloniser, et puis c'est fini. Voilà. Alors imagine qu'on va être plus en plus... C'est pas qu'il faut la tuer, c'est qu'elle ne doit pas être là, quoi. C'est-à-dire que chacun son truc, quoi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'espace? Avec toutes les recherches, avec tous les envois, tout ce qu'on va ramener? Non, mais c'est surtout que c'est l'espace qui va être sûr maintenant. Parce que quand on voit ce qui se passe sur la Terre, tu vas te dire que finalement, l'espace sera peut-être plus sûr que la Terre. Ça dépend ce qu'on ramène de l'espace. Affaire à suivre. Donc, écoute, en tout cas, et on ne sait pas quoi faire, là, on ne peut pas la tuer, on ne sait pas quoi faire. Pour l'instant, on l'étudie. D'accord, on l'étudie pour l'instant, mais on sait que c'est arrivé. Dans quelle région? Pour l'instant, c'est en Amazonie. Ça y est, donc c'est pas venu en Europe encore. Mais bon, la Guyane, c'est proche quand même. Bien sûr. Et donc Guyane, français, des Français qui viennent ici, des choses qu'on prend, et voilà quoi. Tu te disais pas de danger, mais tu mets le pied sur un nid de guêpe comme ça. Ah ouais. Non, mais même pas comme ça. Tu mets le pied sur un nid de guêpe en France, c'est un peu mal. T'as intérêt vite d'aller à l'hôpital, parce que si tu veux, c'est pas. Voilà, c'est dangereux. Bon, on va dans un instant évoquer la série Zoo avec, puisqu'on va, tu vois, on passe du coq à l'âne, mais pas tant que ça. On passe de la guêpe au zoo. Les animaux vont prendre le pouvoir, mesdames et messieurs. En tout cas, c'est ce qui se dit dans cette série. On va revenir quand même à l'école de la vie. C'est un festival qui aura lieu donc au mois de septembre. 4e festival pour l'école de la vie. Est-ce qu'il y a des gamins qui viennent? Bien sûr. Ah ouais? Ah oui, c'est un festival qui leur est quand même destiné avant tout, puisqu'on parle d'éducation. Ouais. Je crois qu'on a répertorié à peu près 1000 enfants par jour l'année dernière. Même. Donc ça fait, c'est assez joyeux, quoi, du coup. Ça court dans tous les sens. Ils sont très contents. En plus, ils sont en pleine nature. Bien sûr. Parce que c'est un parc. En fait, ce qui est intéressant dans ce château, c'est que c'est un château qui est classé au patrimoine. Donc on est dans un parc qui est vraiment magnifique, avec des espèces endémiques. Il y a une forêt de bambou, il y a des arbres de partout. Oh, génial. Et on le sait, on en a parlé peut-être un tout petit peu, je sais pas, mais on sait que la nature apaise énormément. Ah oui. Et donc du coup, ça contribue, je pense, beaucoup aussi au succès de ce festival, et ça donne évidemment aux gens envie de revenir. Donc ouais, il y a beaucoup d'enfants. Ouais. À quel âge ça commence l'école pour la vie? Quand je te dis ça, c'est que les plus petites écoles différentes aujourd'hui, alternatives, c'est à quel âge qu'on peut y Dès la crèche. Ah ouais? Ah ouais, dès la crèche, ouais. Alors après, moi j'ai appelé ça l'école de la vie parce que je trouve qu'on nous apprend pas la vie. Tu vois, s'il y a bien un truc qu'on nous apprend pas à l'école, c'est bien la vie. Et tout ce que ça englobe, quoi, tous les mécanismes, gérer nos propres émotions, par exemple, les comprendre, comprendre qui on est, d'où on vient, ce qui se passe autour de nous. Je sais pas, l'agriculture, comment ça pousse une tomate. Mais il y a pas si longtemps que ça, je me rappelle avoir entendu mes neveux, quand ils étaient un peu plus petits, penser que les œufs venaient du supermarché, quoi, qui venaient pas d'une poule, par exemple. Tu vois. Donc il y a une déconnexion. Comme les poissons sont carrés, quoi. Enfin, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et je trouve qu'il y a une déconnexion qui s'est faite entre la nature, là où on a résidé pendant des années, des millénaires, et maintenant ce qui se passe dans nos villes, quoi, qui nous ont sédentarisés, etc. Et je pense que c'est important
d'apprendre aux enfants justement ce que c'est la vie, quoi, et d'apprendre leur propre mécanisme, quoi, de se comprendre. Oui, puis de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Bah, complètement. Parce que je crois que il y a eu plein d'expériences où on montrait des légumes à des enfants, ils savent pas du tout ce que c'est. Par exemple, Ils connaissent le goût parce que parfois maman le cuisine, mais ils font pas attention, ils savent pas ce que c'est. C'est absolument incroyable. Bah, c'est sûr que l'industrie nous a fait perdre beaucoup de goût quand même. Hein. Moi, j'ai encore la chance de pouvoir justement manger des fruits ou des légumes qui viennent du potager, mais tu sens tout de suite la différence. Moi, j'ai un figuier, ça fait 1 mois que je mange des figues de mon jardin tous les jours. C'est du bonheur. C'est un bonheur, il n'y a pas de pesticides. Oui, alors, il y en a qui sont gâtés parce que tu vois, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Bah, c'est clair. Oh, c'est plein de sucre, plein de miel, peut-être c'est magnifique. Ça, la vie, quoi. Ouais. Et donc les enfants, et moi je me souviens quand j'étais môme, j'étais à la campagne, dans le Lot, l'été, on montait dans les arbres, chercher des fruits. C'est le bonheur pour un gosse, quoi. Mais c'est clair. Malheureusement, il y en a qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de partir à la campagne. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir de temps en temps. Mais ça devrait même dans les écoles normales, hein, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Ça devrait être. C'est dommage qu'on en soit arrivé à faire des écoles alternatives. Parce Tout à fait. Ça devrait être à l'école normale. Tout à fait, oui. Pour moi, vraiment, s'il y a quelque chose où on doit concentrer notre énergie, c'est justement sur les écoles dites normales, comme tu dis, quoi. On devrait apporter en fait tous ces courants alternatifs dans les écoles normales, quoi. Mais j'ai le sentiment que c'est en train de venir tout doucement, progressivement, avec le temps. Il y a des réflexions qui se font. Je pense notamment à Frédéric Lenoir, que tu dois connaître, qui a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève et qui propose une formation autour d'ateliers philo de méditation à l'école, qui a été labellisée quand même par l'État. Et je trouve que c'est un pas de géant. C'est-à-dire que moi, je me rappelle en 2003, quand j'ai créé mon agence Néo Bien-être, j'allais voir le monde de l'entreprise et je parlais juste de bien-être. Et on me fermait les portes parce qu'on pensait que j'étais une secte. Oui, c'est ça. Et on voit maintenant que la méditation a été intégrée partout, donc y compris dans l'école, le développement personnel, etc. Donc je pense qu'il y a quand même des prises de conscience, on en parlait tout à l'heure, qui se font de manière assez massive, mine de rien, et au sein des institutions, des dites institutions. Et surtout, on a compris que le management to fear, comme il y a eu pendant des années, où on par la peur, on manageait les gens, on les mettait sous pression, on a vu que ça a créé des suicides chez Orange, voilà, et qu'à un moment donné, les gens sont en burn-out, ils n'en peuvent plus, alors que s'ils sont dans un bien-être absolu, ça fonctionne. Les gens sont détendus et les gens sont plus performants parce que attention, vous savez qu'en France, on est quand même l'un des pays les plus performants du monde au travail. Hein. On dit toujours que les Français sont des ramiers, on a des jours de vacances, mais par rapport à un Américain, on est 1000 fois plus performant. Donc c'est juste pas possible. Alors lui, il part à 17h, etc. Donc on est performant, mais aussi la prise de conscience, et on le voit dans les start-up, le bien-être, il y a les baby-foot, il y a les espaces de repos, il y a les espaces de sport, et ça permet à des gens, il y a même des boîtes aujourd'hui qui donnent plus de jours de vacances, c'est quand tu veux. Parce que il n'y a pas 5 semaines. Et en fait, on s'aperçoit que les gens prennent pas plus de vacances que les autres, mais quand ils décident de partir, c'est qu'ils en ont besoin, ils en éprouvent le besoin, donc ils partent, et quand ils reviennent, ils sont performants. C'est ça. Et ça, c'est très important. Donc on commence à avoir ça. Complètement. En fait, moi, je suis convaincu que le changement passe par l'éducation. Donc si on veut une planète qui réfléchit différemment et peut-être beaucoup plus de bon sens, il faudrait donner une définition à bon sens. Ça part de l'éducation, quoi. Donc on a vraiment intérêt à consacrer de l'énergie autour de nos enfants et autour de l'éducation. C'est la base. Hein. C'est la base. Pour qu'un arbre pousse correctement, il faut s'en occuper des petits. Hein. Des tuteurs et des machins, sinon ça part en sucette. Hein. Exactement. Donc, voilà. Et tu vois, tu parlais du monde de l'entreprise. Je me dis que si on accompagne le plus tôt possible justement les enfants, on n'aura pas les mêmes managers, c'est ça. Par exemple, et puis ça permettra, j'imagine en tout cas, de se lancer dans une activité qui te correspond vraiment à 100%. Réfléchir. Complètement en raccord avec tes valeurs, et j'ai pas le sentiment que ce soit le cas à l'heure d'aujourd'hui. Le nombre de gens qui sont pas alignés. On est d'accord. Donc j'étais avec une amie hier qui me disait mais c'est hallucinant parce que je suis pas bien, je sais ce que je ne veux pas, mais elle n'arrive pas à identifier ce qu'elle veut. Je dis arrête de penser à ce que tu ne veux pas. Pense à ce que tu veux et visualise-le et puis tu l'auras, tu vois ce que je veux dire. Mais plein de gens sont en perdition, ils sont paumés, ils savent pas où ils sont. Et ils sont 50 balais, ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Je suis pas bien, mais je ne sais pas ce que je veux. Parce qu'on leur a tellement on les a tellement empêchés de penser au bien, en plus au bien-être, qu'on se dit non, le boulot ça doit être ça, et puis la culpabilité. Ça va même bien plus loin que ça. Tu sais que je t'ai interviewé pour mon film C'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait, ce que j'en ai conclu, parce qu'il y a quand même plein de conclusions, c'est que si on prend juste le monde de l'entreprise, à mon sens, il y a 80% des salariés qui font un job qui est purement alimentaire. Bien sûr. Parce qu'ils disent, en fait, j'ai pas le choix. Faut bouffer. Exactement, c'est ça. Or que si tu regardes bien, tu as quand même le choix. Il n'y a personne qui t'a mis un couteau sous la gorge pour choisir un boulot à un moment donné. Mais moi, c'est ce que je dis. Je dis à un moment donné, c'est toi qui es le responsable de ton destin et de ta vie. À un moment donné... On t'éduque quand même dans ce sens-là. Bien souvent, quand on entend le discours des parents...
et des enseignants, il faut que tu trouves un travail, oui, et mais tu quand dois tu travailler pour... Oui, ça prend du temps, c'est pas évident de non, mais à 50 ans, à 50 ans, tu t'es affranchi de tout cela, généralement, parce que le virage, il a 50 balais, sauf que tu es tellement conditionné que tu as du mal à te positionner sur une autre vie. Et puis le changement fait peur, parce que tu sais ce que tu as, mais tu sais pas ce que tu vas avoir. Et cette peur, en fait, elle t'empêche de changer. Moi, j'en suis l'exemple type. Hein. J'ai changé, j'ai créé BTLV, j'étais pas du tout dans ces univers-là. Aujourd'hui, je vais au boulot, même avec les soucis, avec le sourire. Oui, après, tu as aussi toutes les peurs que la société t'envoie, te disant qu'il n'y a pas de travail, que... Bien sûr. Enfin, moi, effectivement, là, en disant ça, je pense à une copine en particulier, effectivement, qui a 50 ans, qui supporte plus son travail, mais qui se dit, si je pars à 50 ans, j'aurai pas de poste, je serai pas payé pareil, etc. Donc, c'est pas aussi simple Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis que tout part de l'éducation, justement. Et ça rejoint complètement ce que tu dis. Là, sur le conditionnement, c'est-à-dire que si on a une autre éducation, les gens seront conditionnés différemment. Et puis, le changement, c'est pas, enfin moi je dis souvent, c'est pas de dire j'arrête du jour au lendemain, il faut le prévoir aussi, ce serait qu'à un moment donné, tu peux, le problème c'est que beaucoup, on en revient à l'homme et le mur, beaucoup changent quand ils prennent le mur. Alors que si tu le programmes et si tu commences à initier ton changement au présent, bah, tu auras un futur qui est plutôt positif. Hein. Et même quand tu le fais, tu vas avoir tous les gens autour de toi. Moi, je vois, j'ai fait une reconversion professionnelle. Tout le monde va te projeter tes peurs, mais t'es folle, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais ce qu'ils projettent? Ils projettent leurs peurs, en fait. Mais moi, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Mais tu te rends compte, tu as des enfants, et comment tu vas gagner ta vie? C'est vraiment une démarche qui prend du temps pour s'assumer et être capable. Mais ils sont tous comme ça. Ouais. Moi, j'ai quitté France 2. Ma femme allait accoucher une semaine après. Elle me dit, mais comment ça se fait? On va plus avoir d'argent. Mais oui, mais je suis plus à ma place. Déjà, il y a 30 ans, hein, je suis parti et j'ai pas eu de problème parce que j'étais tellement en conscience avec mon choix qu'à un moment donné, j'ai trouvé autre chose. Et tu vois ce que je veux dire? Parce que la souffrance professionnelle, elle est dramatique. Hein. C'est-à-dire que tu passes plus de temps au boulot qu'avec ta famille. Parce qu'entre le moment où tu dors, le moment où tu passes du travail, ta famille, tu la vois pas beaucoup. Hein. C'est 4 heures par jour, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il y a quand même une telle perte de sens dans le monde du travail aujourd'hui que je ne sais pas si vous avez vu, mais est apparu il n'y a pas longtemps un nouveau métier. Alors pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. C'est Chief Happiness Officer. Oui, bien sûr. Alors c'est beaucoup dans les startups et les grosses entreprises parisiennes, mais quand même, c'est des gens qui sont chargés d'amener un peu de bien-être, de fêter les anniversaires des employés, de créer des petits 5 à 7 cocktails après le boulot. Enfin, on en est là quand même. Moi, je trouve ça assez grave. Parce que c'est l'essence même de l'homme. L'homme, il doit être heureux. Enfin, à un moment donné, on s'est coupé du bonheur. C'est-à-dire que le nombre de gens... Il y a des sondages tout le temps. Les gens ne sourient pas. Ouais. Nous, vous avez vu, on n'arrête pas de se marrer quand même ici. Nous, ça déconne tout le temps. Hein. Donc voilà, ça rigole tout le temps. Mais il faut en profiter. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes où ça se marre. Il y a des gens qui n'ont aucun rictus de la semaine. Quoi. Ce que je veux dire, c'est pas en organisant des parties de ping-pong dans ton entreprise ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça masque un peu un mal-être. Ça peut aider, tu sais, les incentives, quand tu sors les gens du contexte et tu leur fais faire. Tu sais, il y avait un truc qui était vachement bien. J'ai un copain un jour, il y a 15 ans déjà, ou 20 ans, il s'est marié et en fait, quand tu arrives dans un mariage, tu connais personne. La plupart du temps, tu as quelques copains, mais après, quand tu as un mariage de 200 personnes, tu connais pas les 200 personnes. Et en fait, l'après-midi, il avait organisé un match de foot, et un petit tournoi de foot. Et en fait, tu avais les nanas qui supportaient leur mec, donc qui se parlaient, et tu avais les mecs qui jouaient. Et ben le soir, c'était fantastique. Parce que tu avais joué avec des mecs, tu vois ce que je veux dire? Ça crée la cohésion. Et c'est un peu ça. Ce que je veux dire, moi je trouve ça top. Il faut ça, c'est nécessaire. Et, en tout cas, pour moi, la bonne ambiance, elle est nécessaire. Sinon, je change d'entreprise. Enfin, si j'ai pas ça. Mais j'ai l'impression, si ton boulot te plaît pas, ce que je veux dire, c'est pas forcément la bonne ambiance ou de faire des petites activités annexes qui vont te faire t'épanouir plus. Évidemment. Oui, après tu peux avoir un job alimentaire parce que si t'as pas fait les études pour, si tu t'es pas donné les moyens aussi, parce qu'à un moment donné tu vas pas. Moi j'aimerais bien faire astronaute, hein, mais j'ai pas fait les études pour, hein, donc voilà. T'es claustrophobe, tu veux. Non mais déjà, mais quoi qu'il en soit. T'as des gens qui subissent un peu leur boulot, mais l'ambiance est tellement bonne à côté que finalement tu dis ok c'est alimentaire, mais j'ai les collègues sympas, je partage, etc. Tu vois, et ça c'est vachement bien, et ça compense quand même. On prend plus de temps peut-être pour se mettre dans la tête, je vais changer, et ce sera plus une urgence, ce sera plus une angoisse à vivre. Parce que le drame, il vient pas du boulot la plupart du temps, il vient aussi de l'ambiance qu'au travail. Le mec qui te persécute, qui te met la pression, qui te dit attention, machin. Tu te rends compte qu'aujourd'hui on en est arriver à faire une loi qui interdit les gens d'envoyer des mails après 18h le vendredi, quoi. T'as plus le droit de regarder tes mails le week-end, on n'a plus le droit de te demander, enfin, tu vois. Parce qu'en plus, ça nous pourrit, hein, les téléphones, les machins, ça nous pourrit l'ambiance.
Moi, je me bats avec ma femme qui a des responsabilités dans une boîte. Je dis, n'ouvre pas tes mails avant de dormir, quoi. C'est rien de pire que pour te bousiller ton sommeil. Imagine que tu vois un mail un peu compliqué. C'est ça. Toute ta nuit, elle est pourrie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la clé, c'est ça, c'est le management des gens. Enfin, moi, quand je suis allé bosser au Canada, je me suis rendu compte pour la première fois, ils ont 10 ans d'avance sur nous en termes de management. Ils savent manager des jeunes. Voilà. En France, c'est vrai que tu disais tout à l'heure le management par la peur. Et aussi l'éducation, c'était un peu ça aussi il y a quelques années. C'était très autoritaire comme manière d'enseigner les choses aux enfants. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça évolue et tant mieux. Tant mieux, c'est vrai. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est de bon ton de comparer avec le Canada ou même les États-Unis, qui eux sont culturellement très très loin en fait, de nous au niveau de la France. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont quelque chose de... au niveau du monde de l'entreprise, je crois qu'ils ont compris quand même beaucoup de choses. Il n'y a plus de système de hiérarchie, c'est pyramidal, etc. notamment. Donc ça, c'est intéressant. Et notamment... Mais le net a apporté ça aussi. Les nouvelles technologies, les startups et tout machin. On est tombé sur des gens qui refusaient en fait la société de leurs parents en disant mais le nombre de gens aujourd'hui, tu recrutes des gens et tu dis non, je le prends pas, votre job il m'intéresse pas. Enfin, on en est là, il y a une nouvelle société, une nouvelle jeunesse qui dit ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de donner du sens. Voilà, j'ai envie de donner du sens, j'ai envie d'être en accord avec ce que j'ai envie de faire, etc. Et je trouve ça fabuleux. Voilà, moi j'étais en avance, on m'a proposé de m'embaucher dans 22 ans dans une assurance, je dis mais pourquoi je vais faire ça, je vais faire animateur moi. Je suis parti, mais t'as plein de gens qui ont dit ah ouais, quand même, si j'avais écouté mes parents, je prenais le boulot, CDI, et je serais dans l'assurance aujourd'hui, t'imagines, je me vois dans l'assurance, donc voilà, j'aurais eu une toute autre vie. Mais en fait, c'est ça, c'est de se dire, mais il y a plein de gens qui sont conditionnés, en disant, tes parents t'ont dit ça, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois machin. Regarde le nombre de mecs qui cassent, qui sont médecins, qui disent je vais faire acteur, je vais faire, enfin tu vois, qui en peuvent plus quoi. Et effectivement, ça arrive vers 50 ans. C'est ça, oui, souvent. Parce que tu dis, les enfants souvent sont partis, ou ils sont libérés un peu de ta pression. Tu peux te dire, voilà, maintenant je vais penser à moi, quoi. Et il faut en profiter, il faut le faire. Donc, mais il faut le prévoir, parce que tu peux prendre le mur reçu, parce que c'est un. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui prennent le mur. Ah oui, mais parce que c'est pas préparé. Demain, tu montes dans une Formule 1, tu démarres, le premier virage, tu as droit à un moment. Tu peux faire ce que tu veux, même si tu sais conduire. Donc, beaucoup sur BTV, c'est souvent suite à une EMI. C'est une expérience, bah oui, parce que là, pour le coup, parfois, on va pas tous faire ça. Donc, voilà. Non, mais il faut vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Julien, il faut qu'il y ait un choc. Un truc, un choc. Ouais, c'est ça qui est dommage. Ou un divorce, enfin, les chocs émotionnels de la vie qui. Voilà. Bon, on va continuer à parler dans l'actu, la radio avec vous de tout cela, de toute l'actualité qui fait de cette émission, quand même, l'émission préférée de nos abonnés, quand même, on doit le dire. Donc, on est ravis que vous soyez très heureux devant l'actu, la radio avec vous. Dans un instant, on va parler de la mort annoncée d'Internet, puisqu'on parlait d'Internet. On va y revenir. On va parler de la croisière du mystère inexpliqué, mais avant cela, on va évoquer la série Zoo. Oui, j'ai découvert cette série cette semaine. Et j'ai adoré, parce que c'est un thème, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle sur BTLV, c'est un thème vraiment très BTLV. En fait, l'idée, je vais vous lire les premiers mots de... pitch. Le petit pitch, comme ça va vous mettre dans l'ambiance tout de suite. Donc, depuis des siècles, l'homme est l'espèce dominante. Nous avons domestiqué les animaux, nous les avons privés de liberté, nous les avons tués pour le plaisir. Mais que se passerait-il si, partout dans le monde, les animaux décidaient que c'était terminé ? S'ils avaient enfin décidé de riposter. Voilà, donc ça met direct dans l'ambiance. Et effectivement, ça tourne autour de ça. Moi, ça me fait totalement flipper, en fait. Du premier épisode hier. Parce que je regarde toute la série en me disant, mais si ça arrivait un jour, enfin, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'un rhinocéros, c'est balèze quand même. S'il décide de prendre le pouvoir... Et donc, voilà, effectivement, dans la série, et dans les épisodes, espèce après espèce, il y a de plus en plus d'espèces qui se réveillent, qui commencent à communiquer ensemble. Et voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui ont envie de regarder, mais j'avais envie de vous en parler, de la conseiller. On a la bande-annonce, regardez. Nous avons domestiqué les animaux. Nous les avons privés de liberté, nous les avons tués pour le plaisir. Mais que se passerait-il si partout dans le monde, les animaux avaient enfin décidé de riposter? Un étrange phénomène commence à atteindre le règne animal. J'ai besoin que vous nous aidiez à élucider cette énigme. La manière dont ils voient le monde est en train de changer. Ce qui était pour eux un ami, ils le voient comme un ennemi. Voilà. Zoo, c'est une série qui a été diffusée en partie sur TF1, puis finalement ça s'est arrêté, je crois. Donc c'est sur Netflix. Si vous avez la chance d'avoir Netflix, il y a de très belles séries sur Netflix. De toute façon, Netflix c'est BTLV en fiction. Je t'assure, je dis toujours, c'est absolument incroyable. À chaque fois que je veux un sujet qui ressemble à BTLV, je regarde Netflix et j'ai toujours une super série là-dessus. Donc très très belle. Et il y a 2 saisons, je crois que c'est ça.
3. Il y en a 3. D'accord. Donc en tout cas, j'ai vu sur Netflix la 1 et la 2, et la 3 était peut-être pas encore sortie parce que je pense que ça ne doit pas être une série Netflix. Ça va être une série produite par une chaîne américaine et que Netflix se diffuse par la suite. Donc magnifique. On va parler de choses différentes avec Thibaut. La mort annoncée d'Internet. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Grosse nouvelle. Mais déjà, est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait vivre sans Internet? Il y a eu un film là-dessus très sympa. Ah oui? Ouais, c'est une espèce de blackout. Et parce qu'il montrait en fait en gros qu'Internet dominait tout, et que c'était même peut-être beaucoup plus important que nos forces militaires. Et il y a un film là-dessus, j'ai perdu le nom, mais c'était super intéressant. Ah, ça m'intéresse. Tu retrouveras, je pense, sur le web. Parce qu'il y avait une série qui s'appelait Blackout. Il y a eu qu'une saison, je crois, je devenais fou tellement elle était bien. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Et en fait, les avions tombaient, tout. Il y a eu un trou noir et la vie n'a jamais repris. Et ils se demandent comment. Et ils reprennent, ils essaient de mener l'enquête. Et la saison s'arrête sur le deuxième trou noir. Et la saison, il n'y a pas eu la suite. Je devenais fou. J'avais adoré, mais ça n'a pas pris. Flash Forward ou un truc. Flash Forward. C'est pas Blackout, c'est Flash Forward. C'était énorme. J'avais adoré cette série. Alors. En tout cas, aujourd'hui, quasiment tout passe par Internet. En tout cas, beaucoup de nos activités y passent. Et on a du mal à imaginer qu'Internet pourrait disparaître. Et pourtant, il y a des chercheurs canadiens qui tirent à la sonnette d'alarme et qui prévoient la mort d'Internet dans 15 ans. Mais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais, mais alors, à cause de la montée des eaux. Parce qu'en 2030... Les serveurs vont être inondés. Exactement, parce qu'en fait... Alors, redisent que d'ici 15 ans, plus de 6500 km de câbles de fibre optique, plusieurs data centers et environ 1100 centres de maintenance seront sous les eaux. Alors, ils ont fait ça. Alors, voilà. En fait, Internet... Ça, c'est déjà ce qu'on voit, là. Ça, c'est Internet. L'état actuel, c'est ça? Exactement. Ça, c'est le réseau mondial Internet. Alors, il y a des câbles souterrains et des câbles sous-marins, exactement. Et alors, eux, ils ont fait une étude on est compte qu'il y a des câbles, quand même, entre les États-Unis et l'Europe. Hein. C'est dingue. Mais partout. Les mecs, ils ont créé des... C'est hallucinant. C'est un truc de fou. Et tout est relié. Alors, forcément... C'est quand même profond, là, les câbles, ils vont... Bien sûr. Et si tu coupes quelque part, c'est tout qui est impacté. Alors les chercheurs, ils ont enquêté sur la côte ouest et la côte est des États-Unis, qui sont très très menacés par la montée des eaux. La côte ouest déjà depuis longtemps, non? Exactement, notamment donc en Californie, Los Angeles, de l'autre côté Miami et New York. Et alors en fait, le problème c'est Tu sais que Miami, à propos de la montée des eaux, les gens, l'homme, on parlait de la connerie de l'homme quand même, il est avéré que dans les 10 ans qui viennent, il y a plein de maisons qui vont être sous la flotte. Et dans les 10 ans, et il continue à vendre et à construire au même endroit. Et il y a un Français qui, lui, Français à Miami, qui crée des maisons sur pilotis et qui est en train de vendre des immeubles et des maisons sur pilotis en prévision de la montée des eaux. Mais t'as beau leur dire, il disait que c'était très compliqué parce que les gens me disent non, c'est des conneries, non, c'est des conneries. L'Américain, il est un peu bas du front. Hein. D'où les villes flottantes de tout à l'heure, pourquoi pas. Mais exactement, voilà. Mais alors le truc c'est que les câbles sous-marins sont imperméabilisés, mais pas du tout les câbles souterrains. Et ils sont sur les côtes, notamment aussi les data centers. Et donc d'ici 15 ans, la montée des eaux va faire que ils seront noyés. Les câbles sont noyés et ils ne résistent pas à l'eau. Ouais. Et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'au début, les chercheurs disent peut-être renforcer ces câbles pour qu'ils puissent résister à l'eau. Mais en fait, c'est trop compliqué et ça va venir trop vite pour avoir le temps de le faire. Donc c'est un vrai cri d'alarme et c'est sérieux. Après, ils vont nous faire d'Internet par le satellite. Hein. Qui pousse ce cri d'alarme? C'est des chercheurs canadiens, en fait, qui ont étudié. Ils ont suivi tout le réseau terrestre sur les côtes est, côte ouest. Et ils se sont dit, non mais attendez, là, en 2030, tout va être inondé, les câbles seront fichus et il n'y aura plus de connexion, quoi. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, Internet nous a permis une telle ouverture sur le monde, un tel accès à l'information rapide, etc. Aujourd'hui, tu te coupes d'un... Regarde, t'arrives, le premier truc que tu fais quand tu loues une maison ou que tu arrives dans c'est quoi le code Wi-Fi? Et tout le monde le fait, c'est pas vrai? C'est pas vrai, tout le monde le fait. C'est quoi le code Wi-Fi, quoi? Et c'est fou, tu deviens dingue, accro, quoi. Et on n'arrive pas à gérer, c'est déjà des catastrophes, les ouragans comme Katrina, il y avait eu à la Nouvelle-Orléans il y a quelques années de ça, où il n'y avait plus d'internet pendant plusieurs jours et ils ont mis du temps à... Mais ça peut paralyser une économie parce que t'as beaucoup de choses qui sont reliées par Internet. Aujourd'hui, des centrales, des machins, tout est. Regarde, j'ai une alarme, je sais même pas comment ça passe par Internet. Tu vois, je veux dire, le mec qui s'est branché sur le boîtier de la box, le machin, tu vois, tu dis que si demain la coupure, d'ailleurs, quand il y a une coupure d'Internet, tout de suite, moi j'ai un coup de fil, attends, votre truc s'est coupé, machin, tu vois. Et tu te dis que si jamais il y a une coupure, déjà, ne serait-ce que ces services, ça marche pas. Et les générateurs électriques, les centrales nucléaires, tout passe par le net aujourd'hui. Mais c'est quoi, ça a 20 ans le net?
Pour le grand public. Pour le grand public, c'est 20 ans. Ça a une évolution. Dans les années 90. C'est fou. Ça s'est démocratisé. Quand tu te rappelles, quand on l'a vu arriver, c'est incroyable. Quand on n'y croyait pas du tout. On n'y croyait pas du tout. Moi, je croyais pas du tout à ce truc-là. Déjà, l'ordinateur, j'ai refusé pendant des années avoir un ordinateur au début. Et non, moi j'ai un stylo, j'écris tout au stylo et tout. Puis après, à un moment donné, tu te dis, mais. Et j'ai commencé à taper une fois, 2 fois. Puis ce qui est fou, la rapidité avec laquelle tu t'adaptes. Parce qu'au départ, personne n'est branché ordinateur. Tu sais pas comment ça marche. Et en fait, tu aperçois que très très vite, tu prends le pli. Et tu deviens fou. Aujourd'hui, tu n'as plus ton portable, tu n'as plus ton ordinateur. Tu es dingue. Tu deviens fou. Les générations qui sont nées dedans, là, complètement, ça va être un rapport aux écrans assez différent. Mais surtout, les générations, elles ne prennent même plus le temps de prendre une notice. C'est-à-dire que tu prends les mômes aujourd'hui, ils n'ont pas de notice. Hein. Ils prennent le truc, 10 minutes après, ils savent comment ça marche. Ouais, c'est assez intuitif maintenant. Il y a un film très intéressant qui est un peu inspiré de tout ça qui s'appelle Ready Player One. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est Spielberg. Je ne sais pas si c'est Spielberg. C'est Spielberg. Il me semble que c'est Spielberg. Ouais. Mais c'est pas celui qui est sorti l'année dernière là? C'est ça. Si, ouais, c'est ça. Qui est pas mal. Enfin, qui met en avant justement toute cette génération qui est connectée sur le web, comme en gros, puis qui joue à des jeux en ligne et tout. Exactement, les gamers. Ouais, c'est ça. C'est absolument incroyable. Mais tout ça pour dire, on en parlait tout à l'heure, l'homme attend un peu d'être au pied du mur avant de se réveiller. Et c'est vrai que là, on se rend pas compte, mais 2030, c'est demain. Ça va très vite. Hein. Bon, en même temps, s'il y a une prise de conscience, ils vont tout faire parce qu'ils peuvent pas se permettre. Il y a un problème. Mais t'inquiète pas qu'ils débloqueront les sous pour faire les travaux et tout. Ils peuvent pas. En tout cas, c'est un sacré boulot. Hein. Parce que je suis sûr que même les missiles, il y a de l'Internet. Tu vois ce que je veux dire pour les envoyer. Donc, tu vois. D'ailleurs, il faut savoir qu'Internet a été fabriqué par l'armée, par les militaires. Hein. C'est d'abord les militaires. C'était le réseau de communication de l'armée, Internet. Hein. Donc, voilà. Du coup, j'ai creusé un peu sur le côté montée des eaux. Et je suis tombé sur certaines infos assez flippantes, par exemple, qui disaient que la ville de New York, par exemple, d'ici un siècle, pourrait être carrément sous l'eau, quoi. Ouais, il y aura les pluies dans l'eau, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y a quand même un pays, c'est que le pays qui est sous, quel est le pays qui est sous le niveau de la mer? La Hollande. C'est absolument incroyable. Eux, ils vont morfler si demain il y a une montée des eaux. C'est mort, hein. Donc leur pays a bientôt déjà que là, c'est un peu tendu, quoi. C'est fou, ça. Hein. Tu sais qu'à un tout petit niveau, moi je suis à côté de Carnon et Palavas-les-Fous, c'est dans le sud. À un tout petit niveau, je me rappelle 15 ans en arrière, la plage était beaucoup plus grande que ce qu'elle est maintenant. Ah oui. Donc c'est-à-dire qu'on s'est vraiment fait rattraper par l'eau et la plage devient vraiment de plus en plus petite d'année en année. De sable, quoi. Ouais. Donc c'est visuel, quoi. Ouais, tu le vois. Tu le vois, très clairement. On parle pareil même sur l'Atlantique, du côté de Arcachon, etc. Mon père a habité, mes parents habitaient au Pilat, là. Je peux te dire que les grandes plages qu'il y avait, elles sont bouffées. Tu vois, la dune du Pilat, tout ça, c'est grignoté, c'est absolument incroyable. On retrouve des vestiges archéologiques sous la dune du Pilat. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été enfouis sous la dune. Et en fait, là, il y a un mec qui est spécialisé. Il retrouve des vestiges archéologiques tellement la mer rogne, le sable disparaît. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, j'ai lu ça l'année dernière en allant dans le sud-ouest, parce que j'étais, et il y avait la Gazette locale qui faisait un focus sur un archéologue qui travaillait essentiellement sur la dune du Pilat. Et il y a plein de vestiges, il y a des maisons et tout. Hein. Tu sais qu'il y a une maison que j'ai vue quand j'étais gamin qui n'existe plus, qui a été bouffée par la plage, parce que la dune recule en fait sur les terres. C'est absolument incroyable. Donc, bon, dans tous les cas, puisqu'on parle de la plage, on va rester sur l'eau cette fois-ci. On va évoquer la croisière du mystère et de l'expliquer. La première a lieu du 4 au 11 novembre. BTLV a imaginé pour vous la première croisière du mystère et de l'inexpliqué. Au départ de Venise le 4 novembre 2018, embarquez sur l'un des plus beaux paquebots du monde pour une semaine de rêve et de magie. Découvrez avec nos guides spécialistes toute la mythologie de l'Adriatique avec des escales à Bari, Corfou, Santorin, Athènes, Dubrovnik. Entre toutes ces escales, assistez aux conférences de nos invités les plus prestigieux et partagez leur regard sur l'invisible. La première croisière du mystère et de l'inexpliqué BTLV, en collaboration avec Diverti Éditions. Détails et réservations sur btlv.fr. Alors, vous l'avez peut-être lu, hein, les réservations se terminent le 15 septembre. C'est comme ça, mais il faut prévoir le tout. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez encore, à nous rejoindre. Les conférenciers, vous allez les voir. Il y a Patrice Martible, Dio, Egon Kregel et Pascal Lafargue. Donc il y en a pour tous les gens et pour tous les goûts. Et ils vont rester avec nous pendant une semaine. Ce sera fantastique. Ce sera l'occasion de converser sur tous ces sujets. Et puis de vivre deux excursions extraordinaires. Tout était écrit, hein, tout est écrit sur le btlv.fr. Il y a une excursion à Dubrovnik sur les traces de Game of Thrones et de Star Wars avec des lieux magiques et assez mystérieux de cette ville croate. Et puis, il y a une excursion à Athènes
incroyable qui va nous permettre d'aller découvrir des légendes, des mystères incroyables de cette Grèce magnifique. Et puis on ira voir la machine denticitaire. Vous le savez, on en a beaucoup parlé dans Les bâtisseurs de l'Ancien Monde, le film de Patrice Pouillard. Dans un instant, les uns et les autres, vous allez être confrontés au quiz mystère. On va voir si tu as une culture mystère assez importante. Tu seras aidé par Henning, donc voilà, il y a 2 équipes. Avant cela, j'aimerais... Non mais faites pas les beaux, hein. Commencez pas, parce que, attention, c'est les tricheurs. Donc voilà, c'est les tricheurs. Les deux là, c'est Pipo et Bimbo de la triche, hein, donc voilà. C'est sûr qu'on gagne tout le temps. Ah, c'est pour ça. Bah, c'est pour ça que t'es un tricheur, donc, parce que c'est pas normal. Juste une petite chose, avant de passer au quiz mystère, j'aimerais vous signaler qu'il y a une émission fantastique qui va arriver sur la conquête spatiale. Vous savez qu'en juillet 2019, on va fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune. Donc, et en ce moment, on fête les 60 ans de la NASA. Exactement. Et donc, il était évident que nous allions, durant cette saison 2018-2019, évoquer cette conquête spatiale. Regardez ce que dit Jean-François Pellerin. Il est venu ici, c'est un journaliste scientifique. L'émission est sublime, avec plein de documents extraordinaires, des archives, etc. Et là, on évoque ces déclarations d'astronautes sur la vie extraterrestre qui m'étonnent un petit peu. Regardez. Puis c'est ce que je dis souvent, tous les témoignages des astronautes sont devenus un peu niveau métaphysique, c'est vrai qu'ils sont un peu changés parce que beaucoup d'astronautes d'Apollo, certains ont découvert la foi, certains sont devenus chrétiens, d'autres... Certains sont devenus ufologues, hein, parce que moi j'ai encore vu un documentaire de Stephen Greer sur Netflix sur... Il n'y a que les astronautes qui parlent et qui nous disent... Moi j'ai... Alors ça, c'est un point que je voudrais aborder avec toi, Jean-François, c'est qu'ils disent tous, quand on est arrivé, on était observés, ils étaient là, ils nous regardaient, il y avait un vaisseau... Moi, ça me paraît absolument dingue, mais absolument dingue, que les astronautes, ils attendent la retraite, de les voir parler comme ça, et que personne se dise... c'est fou, parce que c'est les premiers observateurs d'une vie probable ailleurs. Les mecs te disent, il y avait un vaisseau, ils nous observaient, ils étaient là, quoi. Oui, bon... On peut pas les prendre pour des fous, ces gens-là. Non, on les prend pas pour des fous, mais... Bon... Ou ils ont vrillé. Il y a certains astronautes qui ont été modifiés au niveau psychologique ou métaphysique. C'est ceux qui ont été sur la Lune ou vers la Lune. Et tous les Russes, notamment, qui ont fait des vols de très très longue durée dans l'espace. C'est une émission exceptionnelle, franchement, et on aborde tous les sujets autour de l'espace. Et surtout, ce qui est incroyable, ce que dit Jean-François Pellerin, Claire Voie me l'avait dit ici, c'est-à-dire que... l'astronaute me disait qu'une fois que tu es dans la station internationale et que tu regardes la Terre, tu as souvent des crises mystiques. Oui, parce qu'en fait, tu prends conscience de l'immensément grand, tu prends conscience que tu es sur un grain de sable. Il y a un truc qui se passe, et c'est vrai que tous, on revient souvent, épousent l'église, enfin tu vois, deviennent vraiment religieux, etc. Il y a un truc mystique qui se passe, quoi. Et en même temps, ça paraît tellement dingue de se dire, je suis là, je regarde ma terre, quoi. C'est même pas ma maison, c'est ma terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu regardes, c'est le noir partout. Je pense que tu dois avoir un rapport assez incroyable. Une expérience de fou. Incroyable. Donc c'est une très très belle émission, mise en ligne, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, sur BTLV, oui, François. Le 30. Magnifique. Le quiz mystère. Alors jusqu'à la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y avait 18 millions d'euros, je crois, à gagner. Non, en fait, 18 milliards, pardon. Non, c'était un. T'avais tout remis à plat. Et j'avais tout remis à plat, voilà, parce qu'à un moment donné, on arrête avec l'argent. D'accord? Mais tu les as gagnés la semaine dernière. En plus, je les ai gagnés parce que j'ai fait un sans faute, parce que la semaine dernière, c'est lui qui posait des questions. Et bien évidemment, j'avais réponse à tout. Donc j'ai gagné, mais finalement, j'ai pas voulu, j'ai donné tout aux bonnes œuvres. Donc voilà, voilà. Et là, on repart à zéro. On arrête avec le côté vénal, d'accord? Bon, c'est juste pour le plaisir. 10 questions, on va voir si vous êtes doué, t'as qu'à bailler, hein. Donc voilà, Henning, elle baille. Alors juste avant le quiz mystère, elle baille. Bravo. Je m'échauffe. Oui, bien sûr, t'as qu'à dire ça comme ça. Alors, première question. Quel nom donne-t-on aux êtres fantastiques réputés pour être d'excellents mineurs? Mineurs, tu dis? Lina? Bien sûr, bonne réponse. Regardez cette photo magnifique. Ah, il y a un intrus. Regardez. Oh,
il y a un petit François Denier. Il fait que là, les nains sont d'excellents mineurs. Une bonne réponse pour Thibaut, juste pour le plaisir. On y va pour la deuxième question. Dans quel film, réalisé par Michael Hafstrom, Anthony Hopkins joue le rôle du père Lucas, un célèbre exorciste? Amityville? Non, il n'y a pas Anthony Hopkins. Ah. Alors? Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de propositions, c'est fini maintenant. C'est trop facile, vous disiez, oh, tu peux pas, c'est trop facile. Ah, c'est une réponse? Ouais, c'est une réponse. Ah, ok. Ah non, tu peux faire plein de propositions. Hein. Ah, d'accord. Mais voilà, donc, non, vous savez pas? Le Rite. Vous avez pas vu ce film? Non. Extrait. Tu te rappelles la petite salope grassouillette? Incroyable ce film, ça fait peur. Ça fait très très peur. Alors, donc là, 0 pour tout le monde. Comment s'appelle le lieu le plus secret des États-Unis? Zone 51. Magnifique, 1 point. Vous êtes mauvais, hein. Heureusement que le Julien est là. Julien, 1 point pour toi. Ben oui, la zone 51. Comment? Il est rapide. Il est rapide. Bah, c'est-à-dire qu'il connaît. Il a de la culture. J'y suis allé. Voilà. Et là, J'y suis allé sur place. T'y suis allé? Ouais, ouais. Il n'y a rien. Bah, tu peux pas rentrer. Bah, c'est ça. En fait. Au bout d'un moment, il y a des militaires. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais surtout, il y a tellement de gens qui veulent y rentrer. Bah oui, c'est clair. Par contre, il y a un bar sur place. C'est l'unique bar qui est en plein milieu donc, du désert. Et là, c'était intéressant parce que la responsable du bar était toute seule. Donc, on a pu discuter avec mon pote pendant un petit moment avec elle. Elle nous a quand même confirmé qu'il se passait des trucs. Elle nous a pas dit quoi. Mais elle nous a dit qu'il se passait des trucs. Ouais, est-ce qu'elle alimente pas un peu le mystère pour faire venir des clients, quoi? Aucune idée. Parce que, comme à Roswell, il y a le musée, il y a tout ça. Ouais, c'est un commerce, ils savent faire du commerce. Hein. Ouais, mais effectivement, mais de toute façon, ça me paraît pas fou qu'il y ait une zone militaire secrète aux États-Unis, comme il y avait le plateau d'Albion en France où on faisait des choses. Enfin, tu vois, voilà, elle est surtout clairement identifiée. Hein. Tu vas sur une Google Map, bien sûr. Voir, quoi. Donc, Après, il reste à savoir si des extraterrestres ont été récupérés. Ça, c'est encore une autre paire de manches. En tout cas, c'était une bonne réponse de Julien Perron. Mesdames, messieurs, à qui l'on doit un festival incroyable. Celui pour l'école de la vie, on y reviendra. Quel acteur joue le personnage de Kevin Lomax dans le film L'Associé du Diable? Ah oui, je sais. Pas Brad Pitt? Comment? Non, c'est pas Brad Pitt. Pas Brad Pitt. C'est l'autre. Ah ouais, l'autre. Johnny Depp. Comment? Johnny Depp? Non. Non, c'est là qui sniffe là dans. Ah ouais. Mais ici, là, il est surtout alcoolique. Ouais. J'ai fait son interview une fois, j'ai pas pu utiliser l'interview tellement il était Kenny Reeves. Ah, je te l'avais dit ou pas? Que j'avais fait cette interview? Non, pas du tout. À l'époque de Matrix. J'ai fait l'interview de Matrix, pour le Matrix, et à la sortie, après déjeuner, il était défoncé. Ah ouais. Il y avait la nana à côté, comment elle s'appelait, l'actrice à Trinity, là? Trinity, oui, ouais, bon, elle me regardait, elle me dit, je suis désolé, il était défoncé. Donc voilà, il faut jamais, si vous faites un jour l'interview de Keanu Reeves, jamais le prendre après le déjeuner. Non, jamais. Fou, donc on n'a pas pu utiliser l'interview tellement il était défoncé, donc c'était assez incroyable. Une loque, hein, c'est-à-dire qu'une loque, tu le vois, c'est entre l'acteur et là, une loque, quoi. Donc bref, j'ai été un peu déçu. C'est une bonne réponse de Henning. C'est ta seule et unique faiblesse, pour autant que je te connaisse. De quoi vous parlez? De ton look. Le macho de Floride. Qu'est-ce que tu nous joues? Je vous demande pardon, madame, je crois que j'ai laissé mes bottes sous votre pieu. J'ai jamais travaillé avec un jury sans femme. Oui, mais tu sais ce qui te manque. Il te manque ce que moi j'ai. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une émission en 4 tiers. Hein. C'est-à-dire que là, c'est l'émission. Et alors, les mecs sont tous allongés. T'as vu comme ils sont beaucoup plus fins quand t'es en 4 tiers que quand t'es en 16/9? Ça m'arrangerait, moi. Donc, on faudrait qu'on revienne le 4 tiers. Film super. Vous l'avez vu, L'Associé du Diable ou pas? Ça me parle. Là, sublime. Avec un Al Pacino qui est juste grandiose. C'est Charlize Theron qui est la femme de Keanu Reeves dans ce film. Et ils arrivent à New York. Il est pris par une firme incroyable. Et la firme est détenue par le diable. Et qui mieux qu'Al Pacino pour interpréter le diable? C'est incroyable, quoi. Et j'ai eu la chance, je me souviens, sur une radio, j'avais le mec qui faisait les jingles, la voix off, était la voix française. Quand je parlais avec lui, j'avais l'impression de parler avec Al Pacino, c'était assez incroyable. Quel acteur! Parce que l'acteur français joue bien aussi, parce qu'il faut bien jouer quand même pour ça. Allez, dans quel roman écrit par Oscar Wilde, un jeune homme vend son âme au diable pour rester jeune à jamais? Ça, c'est de la culture. Donc, facile, dis-le. Facile. Bah, je réponds même pas tellement c'est facile. Parce que je sais pas. Si, je sais. Alors je me rappelle plus.
Oh, voilà, ça c'est notre rédacteur en chef, ça en dit long. Hein, j'ai plus de mémoire. Le portrait de Dorian Gray. Voilà. Magnifique. Voilà. Ouais, enfin tu sais, bravo, mais voilà. J'avais levé la main. Non, t'avais levé la main. Franck Comtois, il était un peu timide sur le levage de main. Est-ce que l'auto-hypnose peut m'aider à retrouver ma mémoire? Bien sûr. Alors... Moi, je cherchais aussi alors que mon fils s'appelle Dorian. Toi, je me suis dit, mais attends, je sais. Comment sont appelées les personnes sans pouvoir dans Harry Potter? Les moldus. Ah, oui, bravo, magnifique. Alors là, rapide, extrait. Attends! Harry Potter qui a relancé l'engouement sur la magie, etc. Et aussi sur les sciences occultes, visiblement, parce qu'il y a plein de gamins qui s'amusent à faire des incantations et tout, et qui sont pas très très bonnes, visiblement, alors, si on y croit. Hein. Okay. Mais voilà, en tout cas, c'est le père Georges de Saint-Hirst, qui est un exorciste, et à qui l'on doit, voilà, cet ouvrage, enfin l'ouvrage on le doit à Julie Klotz, qui a rencontré ce monsieur, qui est... un personnage assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission. Elle est incroyable hein, quand même. Ouais. 3 expériences de mort imminente. Le mec est militaire, homme politique. Enfin, il est dans l'entourage des hommes politiques. Il fait mais très connu. Hein. Okay. Et il épouse l'Église et il devient exorciste donc du Vatican. Donc voilà, c'est juste assez incroyable. Et il nous disait que voilà, Harry Potter, tout ça machin, ça n'a pas fait du bien parce que les gamins jouent avec un peu n'importe quoi et des énergies quoi. Dans le livre Les aventures d'Alice au pays des merveilles, quel personnage assis sur un champignon et fumant la pipe donne des conseils à la jeune Alice? Une chenille. La chenille, bonne réponse. D'énigme, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est joli, regarde ça. Allez, quel est le nom donné aux personnes possédant soi-disant un pouvoir sur la vie et la mort? C'est également la nature du personnage de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un mage? Un mage? Non, pas du tout. Il y a un nom précis. Non. Ça me dit rien. Nécromancien. Extrait. Ça fait peur là aussi, ça fait peur. Allez, comment appelle-t-on les immenses figures sur le sol au Pérou? Les lignes? Non, c'est des trucs en glyphe. C'est des... Ah mince. Des traits? Non. Ah oui, ce qui ressemble à des pistes d'atterrissage. Ouais. Ouais, c'est bien, super. Écris, fais un truc, parle de toi avec l'arbre. Ah, bah des crop circles? Non. Non. Allez, je vous donne un indice. Les géoglyphes. Magnifique, un point pour Henning. Regardez ça, ce magnifique oiseau. Et pour qui ça a été fait, ça encore? C'est la vraie bonne question. Quel est le réalisateur du film Robocop? Jamais vu. Allez, je vous donne le prénom Paul. Verhoeven. Magnifique, extrait. Le mien aussi. Eh regarde, il est encore en vie. Voilà, Paul Verhoeven qui a réalisé les premiers Robocop, bien sûr. Bah écoutez, ça fait... Qu'est-ce qui a donné la bonne réponse, là? C'est moi. C'est d'accord. Même eux, entre eux, ils s'escroquent entre eux. Donc voilà, donc il n'y a pas de gagnant, mesdames, messieurs, mais dans tous les cas, Henning tenait bien la corde aujourd'hui. Dans l'actu La Rédac et vous, on va revenir à l'actualité spatiale. On a retrouvé de l'eau sur Mars, n'est-ce pas mon François? Ah bah oui, c'est énorme comme information. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. En ce moment, on parle d'autres choses sur les informations. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu les 20 heures. Oui. Là, c'est Benalla, hein, c'est-à-dire que... Voilà. Quoique un petit peu moins, mais on parle de la canicule, en fait, pas mal de choses. Et de l'eau sur Mars, visiblement, ça n'intéresse personne. C'est fou, parce que quand même, on est peut-être pas seul, hein, quand même, grâce à ça. On va peut-être savoir qu'il y a... Alors, ils disent que c'est un peu compliqué quand même. Oui, parce que c'est un vaste lac souterrain. Il contient vraiment un énorme volume. Parce qu'au départ, on ne sait pas si c'est de la glace ou si c'est de l'eau liquide. Mais là, on en est sûr, c'est de l'eau liquide. C'est fou. Sur environ 20 km de largeur. 20 km, c'est énorme. Et comment ils ont trouvé ça? Avec les ondes. Ils ont cartographié.
Et avec les ondes, ils se sont rendus compte qu'il y avait des différences de niveau de densité, c'est ça? Voilà. Et ce lac a 3,6 milliards d'années. D'accord. Parce qu'il arrive même à dater. Alors, on n'arrive pas à dater tout à l'heure le Phaistos, là. Mais là, on sait que c'est 3,6 milliards d'années. Je trouve ça un peu hallucinant quand même. C'est toujours. Il y a des choses, tu te dis pourquoi ça ils peuvent et ça ils peuvent pas. Donc voilà. Alors, ce sont des Italiens, encore des Italiens. Ouais. Visiblement, les Italiens. Ils sont bons. Ouais, ils sont très très bons. Mais on est bons, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise donc hein? Sauf en football. Alors. On ne parle pas, on ne répond pas à cette attaque en bonne et due forme de Thibaut de Franche-Comtois. Qui se trouve sur une couche de glace. Cela dit, un pays où il n'y a que de la Concoyote, tu vois, et le comté. Du comté, du Mont d'Or. C'est marrant, t'es bon toi en fromage. Hein. Du Morbier. On a les meilleurs fromages du monde. Sans chauvinisme. Donc, ce lac se trouve sous une épaisse couche de glace de 1,5 km. Ah, il y a quand même de la glace et le lac est en dessous. Au-dessus. Alors, on ne sait pas si l'eau elle est potable. Alors, visiblement, elle est saumâtre. Voilà. Elle est très dense et c'est un peu compliqué pour que la vie s'y soit peut-être développée, c'est ça? Exactement. Ou alors des bactéries, des choses comme ça? Mais bon, il y a de grandes chances que la vie soit développée. Vous vous rappelez, j'avais annoncé que la NASA voulait envoyer un petit sous-marin. Ouais. Sur Mars, et ben voilà, parce que si le lac était visiblement, l'eau était liquide, ils vont envoyer un petit drone sous-marin pour aller faire des prélèvements, etc. Donc c'est étonnant que c'est comme pour moi. Tu sais qu'on va découvrir avec c'est quoi ce nouveau télescope James Webb. James Webb. Alors, va nous permettre de savoir plein de choses sur les planètes, parce qu'en fait, il va pouvoir, sans aller s'y poser, découvrir la densité. Les détecter de la flotte, les montagnes, enfin tout, grâce à ça. Et c'est la force de ce truc-là. Donc on n'aura plus besoin d'aller se poser. À distance, on va pouvoir savoir s'il y a tout ça. Et encore, nouvelle extraordinaire, on a appris cette semaine aussi que sur la Lune, peut-être qu'il y a eu de la vie. Oui. Également. Exactement. Donc c'est hallucinant. Il se passe plein de choses dans l'espace et on sait toujours pas. Information AFP hein, quand même. Hein. Et on sait toujours pas le disque de Phaistos. Phaistos, c'est toujours pas. Donc t'as du mal avec Phaistos. Hein, Phaistos. Ça fait un peu breton, je trouve. Oui, c'est ça. Donc bon, quoi qu'il en soit, tout ça nous ramène à la vie extraterrestre. Et à propos de vie extraterrestre, sachez que le 13 septembre prochain, nous sommes partenaires de la venue en France pour la première fois d'un spécialiste de l'abduction, le docteur David Jacobs. Incroyable monsieur qui sera en conférence avec l'association Céro France à la Maison des Mines. C'est absolument, il ne faut pas le louper parce que c'est à la Maison des Mines et ça va être énormissime, très très belle conférence. Vous pouvez donc vous inscrire sur billet web ou contacter serofrance@hotmail.com. On est partenaire de cette conférence sublimissime. Il y aura une table ronde également avec Marie-Hélène Debrosse. Ou Marie-Thérèse? Marie-Thérèse Debrosse, qui a été une grande spécialiste du dossier OVNI dans les années 80, qui travaillait pour Paris Match, qui faisait de très beaux dossiers sur l'ufologie. Et on aura une interview exclusive de David Jacobs qu'on enregistrera le lendemain de la conférence, qui sera bien sûr mis en ligne quelques jours après sur btlv.fr, réservé aux abonnés. Donc voilà une belle encore rentrée sur BTLV avec David Jacobs. On continue à rester et à parler de l'espace avec Henning, les éclipses de lune mémorables de l'histoire. Oui, alors je vais commencer par parler de celle de ce soir. Oui. Voilà. Donc ce soir à 21h30, il va y avoir l'éclipse de lune la plus longue de ce siècle, puisqu'elle va durer quand même 1h42 minutes et je crois 59 secondes. C'est précis, alors, hein, on arrive à dater là. Si le ciel est clair comme hier, je suis rentré, je suis rentré à minuit, la lune était éclairée, mais comme si c'était un soleil et un halo de lumière tout autour. J'étais dans la rue, j'ai dit, c'est magnifique. J'avais un peu l'impression d'être dans Tintin, tu sais, quand il y a le soleil qui se rapproche de la Terre et que tout le monde est chaud, là, tu sais. Cette lune était... Donc on devrait la voir ce soir. On devrait avoir les mêmes conditions et elle est visible sur toute la France. Oh, donc, génial. Soyez... ensuite de 21h30, il n'y a pas besoin de se lever en plein milieu de la nuit, c'est parfait. C'est top, c'est magnifique. Le plus visible, c'est sur l'île de la Réunion. Je crois que t'avais mis en Franche-Comté. Bon, Franche-Comté aussi, elle est visible. Mais je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs sur l'île de la Réunion. Alors, et comme j'y ai vécu l'année dernière, c'était un petit clin d'œil. On est ravis que tu nous racontes ta vie. On sait tout aujourd'hui. C'est clair. Je me le disais en parlant. Je suis en train de raconter ma vie. Entre ma vie sentimentale qui revient toutes les semaines, ma vie en Franche-Comté. Bon, j'arrête. Thibaut, nouvelle recrue de BTLV. Voilà. Alors... Moi, j'ai 2 abonnés à saluer à Angoulême. Bon, que j'ai croisé dans la rue par hasard. C'est vrai. Qui m'a reconnu. Voilà. Qui t'a reconnu. Voilà. Tu vois.
Voilà, c'est bon. T'es une star à Angoulême, voilà. C'est ça. On continue. Et oui, et alors souvent pendant les éclipses de lune, la lune prend une couleur un peu particulière parce qu'en fait, donc il y a le soleil, la terre et la lune. La lumière qui vient qui traverse l'atmosphère terrestre est déviée et vient éclairer la lune. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une couleur un peu rougeâtre, brunâtre. Ouais. Donc on se demande bien quelle couleur elle pourrait prendre ce soir. Et autour de ce phénomène-là, il y a plein de mythes qui ont été dans l'histoire. Et effectivement, il s'est passé des éclipses de lune qui ont changé parfois le cours de l'histoire. De l'histoire, en tout cas de l'histoire d'un pays. Alors j'en ai juste noté quelques-uns, j'en ai relevé 4. Parce qu'il y en avait quand même pas mal. Donc le premier, c'est la prise de Constantinople par l'Empire ottoman, c'est-à-dire que Constantinople avait déjà essuyé plusieurs assauts qu'ils avaient réussi à faire reculer, alors qu'ils étaient quand même 7000 contre 250 000 soldats arrivant de l'Empire ottoman. Et visiblement, ce qui les motivait, c'était qu'il y avait une prophétie qui disait que tant que la lune serait croissante, les soldats ne pourraient pas rentrer dans Constantinople. Énorme. Les mecs étaient intelligents, ils se sont dit, tiens, regarde, on a un truc là. Malheureusement, le 22 mai 1453, éclipse. Et 6 jours après, Constantinople est prise. Ah mais c'est fantastique, ça veut dire que les mecs étaient brillants en disant, tu vas voir, ils n'ont pas compris que la lune grandissait. Par contre, malheureusement, éclipse et ça fout tout en l'air. Oh, les mecs, ils ont perdu leur truc avec ça. Totalement démoralisé, la ville est prise. Mais ça me rappelle, je parlais de Tintin, il y a un Tintin comme ça justement, il est Picaros ou je sais plus quoi, je sais plus lequel, où il est chez les Incas. Non mais c'est Tintin chez les Incas, non? Il y a un Tintin, c'est ça, papa? C'est ça, c'est où il est accroché comme ça et en fait ils s'aperçoivent qu'il y a une éclipse qui est en train de se... Le temple solaire. Et le temple solaire. Oui. Voilà. Et en fait ils s'aperçoivent qu'il y a une éclipse et donc ils en jouent et du coup ils deviennent des dieux pour c'est ça. Et ben, c'est un peu celle d'après. Donc là, c'est pendant que Christophe Colomb essayait de se rendre aux Amériques, un de son équipage a échoué en Jamaïque. Et donc, il n'y avait plus de vivres, il n'y avait plus rien. Ils essayaient de monnayer contre les indigènes, la population locale, de la nourriture. Mais bon, au bout d'un moment, les indigènes n'avaient plus envie de donner quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait plus rien en échange. Donc, l'équipage a commencé à être agressif. Christophe Colomb, qui avait dans son bateau un manuel... prédisant toutes les éclipses, a joué là-dessus et allé voir le chef des indigènes et leur a dit que le dieu des chrétiens n'était absolument pas content de ce qui se passe, qu'il était très en colère et que si ça continuait, ils allaient le dieu des chrétiens allait cacher la lune, quoi. Enfin pas cacher, mais carrément détruire la lune. Et évidemment, en disant ça, il a bien calculé l'heure. Éclipse. Ouais, énorme. Éclipse, donc là, panique à bord. Les indigènes lui demandent absolument de faire revenir la lune. Il se dit, bon, je vais aller réfléchir un petit peu dans mon bateau, je vais discuter avec Dieu. Il surveille l'heure et au moment où l'éclipse se termine, il y retourne et il dit, bon, c'est bon. C'est bon. Le Dieu est d'accord pour votre miséricorde et ils ont réussi à avoir... de la nourriture. Ouais, c'est énorme. Assez hallucinant. Ensuite, il y a eu un général anglais à la tête d'une armée de mercenaires en Chine qui avait pour mission de protéger l'Empire chinois contre une grande révolte qu'il y avait à ce moment-là. Et en fait, lorsqu'il y a eu donc le 25 novembre 1863, alors qu'ils étaient... ils faisaient plutôt bien leur travail, on va dire. Il y a eu donc une éclipse, une nouvelle éclipse. Et là, tout le peuple a pensé que c'était les dieux qui étaient contre l'empereur qui était là actuellement. Et finalement, au lieu d'écraser la révolte, ils ont réussi à négocier un traité de paix. D'accord, très bien. Donc ça a servi, finalement, les astres servent les intérêts des uns et des autres. Exactement, voilà. Et puis un peu dans le même style... je ne l'ai pas noté. Bravo, super. Donc, vu que je m'en souviens plus très bien, c'était en Égypte, mais j'avoue que je me souviens plus très bien et je ne l'ai pas noté celle-là. D'accord, magnifique. Désolée pour... Merci dans tous les cas pour nous avoir rappelé l'importance de ces éclipses et comment les gens jouent avec. Et je trouve que d'un côté, il y a une intelligence redoutable, c'est-à-dire qu'utiliser les éléments pour arriver au bout des choses. C'est quand même incroyable. Jésus-Christ avec Gérard Majax, bientôt à la rentrée. Oui, alors tiens, on a fait une émission incroyable aussi, tiens, pour ce bouquin, voilà.
Voilà, les miracles de la Bible, voilà, vu par Gérard Majax, donc un illusionniste. Et lui, bien sûr, tout est magie. Dans tous les miracles de Jésus, tout est magie. Lève-toi et marche, visiblement, c'est un complice. La cataracte, l'opération de l'œil, quand on l'a vu, c'est une opération très connue qu'on peut faire et qui était connue. Il y a plein de choses, visiblement. Alors, il démonte tout. Mais il dit pas que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Hein. Il dit simplement qu'il a utilisé de la magie plus que des pouvoirs miraculeux. Il parle de la multiplication des poissons ou des pains avec les 8 paniers qui sont déjà installés. Enfin, tu vois. Voilà, en fait, il y a plein de choses comme ça. Et ça a été une rencontre assez sympa entre Yves Lignon, qui lui est plutôt très ouvert à tous ces sujets et qui envisage tout, et Majax, qui lui... Alors c'est assez marrant parce que Majax, il est très... il adore l'histoire, il la démonte avec ça, mais par contre, il te parle que de l'univers de l'extraterrestre, et il est vachement ouvert par le cosmos et tout machin. Donc ce sera à la rentrée également sur BTLV, très belle émission. Avant de nous quitter et d'évoquer, pour finir, le réchauffement climatique qui va augmenter, et qui, avec cette augmentation du réchauffement, la répétitivité de ce réchauffement climatique devrait engendrer un taux de suicide plus important. On va revenir au festival que tu organises. Tu me disais 150 bénévoles. Vous organisez ça, c'est une année entière pour organiser un festival? Oui, c'est ça. Ouais, généralement, ça prend un an. D'accord. C'est ça. On commence... on va dire, non, c'est ça, un an. C'est vraiment un an pile poil. Une fois qu'il est fini, on pense au prochain, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que maintenant, on enchaîne tous les ans. En fait, maintenant, on a 2 gros événements. Il y a le Festival pour l'école de la vie, il y a un mi-chemin, il y a un congrès. D'accord. Ça va être notre 2e année, là, en 2019. Et le congrès s'appelle Innovation en éducation. D'accord. Donc, on reste dans l'éducation, mais c'est un format congrès, donc c'est que des conférences. Et là aussi, ça nous mobilise aussi pas mal de temps, finalement, maintenant, parce que là, on va attendre en 2019 plus de 660 professionnels qui vont venir participer au congrès. Ah ouais, quand même. Donc, ça devient aussi encore une grosse logistique, quoi. On s'ennuie pas. T'as pas un dogme éducatif qui t'a un peu cherché les poux ou pas? T'as pas du tout, non, enfin... C'est génial parce que t'aurais pu déranger le mec, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il propose, etc. Parce que je sais que les Montessori et les machins, c'est quand même un peu regardé, bien même sûr. si ça fait ses preuves. Hein. Non, bah tu sais, moi je suis un homme de communication, donc je pense que c'est aussi lié à ta communication, hein, comment tu communiques sur les choses et ce que tu fais, quoi, forcément. Donc je sais, à mon avis, je sais là où il faut pas trop aller, et ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire, quoi. Donc pour rester justement dans quelque chose d'assez neutre, globalement, quoi. Et d'assez... dans les clous quand même dans l'alternatif. Ouais, mais enfin, on sort pas des clous. C'est pas parce que tu organises un festival autour des écoles alternatives que tu sors des clous. Parce qu'on a même rencontré un membre du cabinet du maire de Montpellier il y a 2 semaines qui sont potentiellement en train d'imaginer d'être partenaires, tu vois, de l'événement. Génial. Donc non, c'est... Ça, c'est vachement bien aussi. On voit que les choses évoluent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui commencent à accepter le partenariat sur des événements sur lesquels il ne serait jamais allé il y a 5 ans. Quoi. Complètement. C'est ça qu'il faut. Parce que beaucoup de méfiance. Hein, bien sûr, bien sûr. de l'entretien. Bah ouais, en fait, c'est juste qu'ils connaissent pas trop et donc ils ont des étiquettes qui ont été posées par notre conditionnement sociétal et donc ils avaient sûrement besoin de se rassurer, de nous rencontrer et de discuter. Mais eux, complètement, les instituts s'intéressent beaucoup à tout ça. Tu sais qu'il y a même le ministre de l'Éducation et le ministre de la Culture qui ont été convoqués pour participer à une table ronde à Paris, ça remonte à quelques mois, autour justement des écoles alternatives et de tout ce champ en fait, de l'éducation dite alternative. Et donc ça prouve qu'ils sont quand même intéressés par rapport à tout ça, quoi. Parmi les conférenciers, quels sont les noms que l'on pourrait connaître? Il y en a beaucoup, il y en a 40. Enfin, les plus connus, tu dois connaître Henri Joyeux. On est partenaire de cette tournée. Voilà, et on est très content qu'il n'ait pas été d'ailleurs blacklisté par le Conseil de l'Ordre. Il n'est toujours pas radié et c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle et on l'aura en septembre. Septembre, Henri Joyeux sur BTL. C'est fou, hein, septembre. Hein. C'est énorme. C'est Hollywood. C'est-à-dire que Netflix va fermer, TF1, ça machin, on rachète tout. Hein, donc voilà. Il va falloir avoir plusieurs vies parallèles. Oui, parce que je sais plus. Là, tu me mets des émissions, je sais même plus combien. Henri Joyeux. Henri Joyeux, il y a Anne-Marie Guignard que tu dois peut-être pas connaître. C'est une dame, mais qui est très connue justement dans le monde de l'éducation. Elle a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9 et qui permet à n'importe qui de ne plus faire de faute d'orthographe en 1 semaine. À inviter, ça. Important. Non, mais à inviter, parce que dans ton émission, ici, on allait mieux, ça fait partie, l'écriture fait partie du Pourquoi pas, effectivement. C'est une dame très connue. Elle a fait une émission notamment avec Frédéric Lopez il y a quelques années en arrière. 3 millions de téléspectateurs, je crois, un truc comme ça. Ça fait 20 ans qu'elle exerce son activité. C'est génial. Elle a écrit une flopée de bouquins, elle donne des conférences partout, mais l'information, une fois de plus, ça n'arrive pas à nous. Donc, une semaine et tu fais plus de fautes. Exactement. Défi 9. Défi 9, ouais. Donc c'est plein de gens comme ça. Toi, je me tourne vers les petits jeunes qui sont derrière la console, ça va peut-être vous servir, les gars. Et puis moi qui suis dyslexique, par exemple, ça concerne aussi tous les 10. Ouais, d'accord. Donc Et il y a plein de personnes, de personnalités pour moi connues comme ça
dans une biosphère qui viennent au festival justement pour parler de ce qu'ils font. Et maintenant, en plus, 4e année, donc la confiance, les gens viennent sans aucun problème aujourd'hui. Non, je crois qu'on peut pas se reposer d'année en année. Ah oui? Ouais, je pense pas. Sans cesse, t'es obligé Ouais, je crois, Ça me paraîtrait trop facile en fait de se dire c'est bon, on n'a plus rien à faire, les gens. Non, j'ai pas dit ça, mais t'as une crédibilité, c'est-à-dire que le festival est crédible. Oui, c'est ça, donc, dire qu'il y a une assise qui commence à se mettre en place. Où les gens n'hésitent plus. C'est complètement. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a quand même... il faut quand même qu'on se bouge d'année en année sûr. Au niveau des proposer partenariats. sans cesse. C'est ça, exactement. Mais bon, on s'éclate, donc c'est cool. Bon, on remet l'affiche pour, si vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, on rappelle que c'est le 4e festival pour l'école de la vie. Fabuleux, 320 exposants, marché en plein air, école alternative, restauration bio. Voilà, c'est un joli festival du 21 au 23 septembre dans le château de Flaugergues. C'est ça. Exactement. Que je ne me trompe pas, du côté de Montpellier. Avant de partir, le réchauffement climatique va, Thibaut, va augmenter le taux de suicide. Alors, oui, mais en fait, je suis en train de me rendre compte, par rapport à ma news d'avant, que je suis beaucoup dans le réchauffement climatique. Bon, c'est vrai que c'est des fortes chaleurs en ce moment en Bavière. Je suis désolé, mais avant de partir en vacances, c'est plutôt une mauvaise nouvelle que j'ai annoncée. Mais je trouvais quand même que l'étude se pliait bien au contexte du moment. On va changer l'ADN. On va la transformer en bonne nouvelle, peut-être. Oui, voilà. Donc, parce que, alors, du coup, c'est le mec qui se met une balle dans le pied. Alors, mon information est pourrie, mais je vais quand même vous la donner. Non, voilà. Elle n'est pas pourrie, mais je me dis, elle n'est pas positive. Et je me dis, c'est bien de... Voilà, mais t'inquiète pas, je serai positif à la fin. Ok, super, merci, tu me rassures. Je repars l'esprit tranquille. Je suis avec toi, Thibaut. On croit en toi, je suis avec toi. Non, parce qu'en fait, des chercheurs américains ont observé que le nombre de suicides augmentait en période de forte chaleur. Ils ont fait une immense étude qui concerne tout le Mexique et les États-Unis. Pourtant, ils ont la clim là-bas. Ouais, mais en fait, justement, ils montrent que la clim, ça sert à rien. En fait, ça n'aide pas à réduire le taux de suicide. Parce que je comprends, quand on dit qu'il fait mauvais, les gens se suicident. Quand il fait beau, les gens se suicident. Parce que généralement, quand il fait chaud, il fait beau. Bon, après, c'est des chiffres et ça reste des chiffres. Mais c'est vrai que, et puis bien que le lien de cause à effet entre chaleur et suicide puisse pas être établi à 100%, en fait, ils ont remarqué une incroyable cohérence en fait entre ces deux données. Donc l'étude prend en compte les variations saisonnières, le niveau de pauvreté et aussi les suicides de stars qui en fait pendant qu'il fait chaud. Exactement, font des effets de mode aussi, enfin des effets de mode. On va dire que c'est quand il y a une star qui se suicide en général, il y a le taux de suicide qui suit dans les jours qui suivent est très élevé en fait. Ah oui, donc les gens par mimétisme et se suicident. Exactement, ouais. Et en fait, les résultats sont très clairs. Le nombre de suicides augmente lors des périodes les plus chaudes, quel que soit le niveau de richesse, le sexe et la température habituelle du lieu. D'accord. Donc, ils ont montré que le taux de suicide augmentait de 0,7 à 2,1% à chaque fois que la température augmentait de 1 degré. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais on n'a pas pu établir le lien, on ne sait pas pourquoi. Non. Et alors, pour compléter ça, ils ont analysé 600 millions de tweets sur les réseaux sociaux et ils ont remarqué l'accroissement de mots dépressifs comme seul, solitaire, enfermé, également dans les périodes les plus chaudes. Mais c'est fou ça, parce que j'ai l'impression que ça ressemble plus à l'hiver, parce qu'on dit souvent que quand il y a le manque de lumière, quand il y a plein de gens qui se suicident dans les mois genre novembre, décembre, janvier, où c'est le plus sombre, quoi, tu vois. Je sais que je suis déprimé. Autour des fêtes, quand ils sont seuls, les gens sont pas bien. Il fait gris, il pleut, il fait c'est ça, froid. Et alors que là, quand même si on souffre de la chaleur, quand même le matin tu te réveilles, c'est ciel bleu, c'est quand même vachement agréable, quoi. Ouais. Ben, en fait, à tel point qu'ils sont mis, à la vitesse à laquelle va le réchauffement climatique, ils ont fait une étude sur ce que pourrait être le taux de suicide en 2050. À ce rythme-là, alors en ce moment, il est aux États-Unis de 9000 personnes par an. Et en 2050, il pourrait atteindre 40 000 personnes par an. Ah oui, 4 fois, quoi. C'est juste énorme, quoi. Donc voilà, c'est assez tragique. Et justement, ils montraient que l'air conditionné ne semble avoir aucun effet sur les chiffres. Et donc, en gros, ils n'ont pas de solution, quoi. Non, et d'autant que oui, effectivement, en plus, le réchauffement climatique, on n'arrive pas à l'enrayer. Exactement. Et c'est pas avec la décision de Trump d'avoir balayé les accords de Paris qui va changer les choses. Exactement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Le seul moyen, c'est une meilleure prise en charge des personnes un peu dépressives ou dans la tourmente. Ou les personnes âgées. Bien sûr. Alors, on ne sait pas, l'âge, t'as dit que ça n'avait pas d'importance aussi ? Non, ni l'âge, ni le sexe. Incroyable, quoi. Donc, confirme, c'est pas positif, oui. Je m'excuse. Voilà, tu nous as plombé, en fait, la fin de l'actu de la Rédac Evo, quand même. Promis, je reviens à la rentrée avec des news positives. Et une Miss Camping au bras. Donc voilà, donc on te souhaite. Ça, c'est parce que je suis seul, en fait. Je suis dans une sorte de morosité en ce moment. Voilà, donc, mais évite de te suicider, donc on a besoin de toi à la rentrée. Mais je dors mal avec la chaleur.
Mais il se plaint, est-ce que tu veux une petite camomille? Est-ce que tu as suffisamment de gâteaux pour... Parce qu'à 16h, il prend son petit thé avec ses petits gâteaux. Les deux, là, les deux Naradac, là. C'est Papy 1 et Papy 2, ils sont là, tous les deux. Alors, tu sais, ils sont en angle. Tu sais, il y en a un qui est en bout de table, à côté. Tu veux une petite madeleine? Tu veux un petit gâteau? Ah, les deux, là. Tu veux un petit thé? C'est hallucinant. Bon, dans tous les cas, on arrive au terme de cette actu, la rédac et vous. C'était la dernière de la saison, rassurez-vous. La prochaine sera le 29 août. Le 31 août, parce que on revient le 27. On sera ravis d'être avec vous, bien sûr, pour une nouvelle saison. Merci, Julien, d'avoir été le grand témoin de cette actu, la rédac et vous. Merci à Henning. Merci à toi. Passe de belles vacances. Merci. Repose-toi. Et si vous voulez en savoir plus sur l'auto-hypnose, on vous a envoyé des newsletters, des mails. Cliquez dessus et découvrez la méthode d'Henning. Elle est exceptionnelle. Vous avez tout à votre disposition pour voir l'émission, la conférence que nous avons fait, et puis les vidéos gratuites, bien sûr, qu'elle vous envoie pour comprendre ce qu'est l'auto-hypnose. Merci mon Thibaut, bon retour chez les Francs-Comtois. Ouais, merci à tous. Tu nous rapporteras la bonne concoyote. Exactement, et du comté. Ouais, et du Mont d'Or. C'est magnifique. Enfin, c'est pas la saison du Mont d'Or. Mais... Et du Morbier. Merci François. Merci à toi. Tu vas retrouver ton fan à Angoulême. Voilà. Ils sont deux. Ils sont deux. Ouais. Bon, écoutez, moi j'ai été ravi de vous accompagner durant toute cette saison. C'est fini pour l'actu, mais rassurez-vous, hein, au mois d'août, beaucoup de nouvelles émissions, puisqu'on les a enregistrées au mois de juillet. Elles seront pour vous. Merci aux deux réalisateurs sonores et vidéo derrière les fagots. Il y a Thibaut et Mathis. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. On a été ravis d'être avec vous durant cette année 2017-2018, cette saison magnifique qui va ouvrir une nouvelle saison 2018-2019. Ciao à tutti. Prenez une grande inspiration. 3, 2, 1. Vous venez d'inhaler 100 000 particules fines, mais aussi des composés organiques volatiles, des oxydes d'azote, des métaux lourds. Pourquoi? Sans le savoir, vous respirez les pots d'échappement, les émissions d'usine, les émanations de votre chauffage, de votre cuisson, de vos produits d'entretien. L'air chez vous est au moins 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires, les allergies et l'asthme. Ici, l'air est pur, sans particules fines. En revanche, il est riche de quantités très élevées d'ions négatifs qui neutralisent ces particules fines si dangereuses pour la santé. Pour reproduire ce phénomène naturel, nous avons créé le purificateur d'air Tekoya. 15 années de recherche et développement pour que vous n'ayez qu'un geste à faire, le brancher. Totalement silencieux, Tekoya produit ces ions négatifs qui viennent ensuite s'attacher aux particules polluantes pour les neutraliser. Et ceci pendant au moins 10 ans. Tekoya, respirez chez vous comme en pleine nature.